Il y a des hommes qui naissent pour obéir. Il y a des hommes qui naissent pour régner. Et puis, une fois tous les 1000 ans, il naît un homme qui ne se contente ni de l'un ni de l'autre. Un homme qui décide, au fond de son âme, que le monde entier lui appartient de droit. Un homme qui ne voit pas dans les frontières des limites, mais des provocations. Un homme qui ne voit pas dans ses ennemis des obstacles, mais des tremplins vers une gloire encore plus grande. Ce soir, nous allons parler de cet homme. Cet homme s'appelait Gaius Julius César. Et son histoire n'est pas simplement l'histoire d'un général, ni même l'histoire d'un politique. C'est l'histoire d'une volonté si absolue, si dévorante, si terrifiante dans sa magnitude, qu'elle a littéralement changé la forme du monde pour les 2000 années suivantes. Bienvenue dans ce documentaire. Asseyez-vous, éteignez tout le reste. Ce que vous êtes sur le point d'entendre mérite votre attention entière. Parce que l'histoire de Jules César n'est pas une histoire du passé. C'est une histoire de chaque époque, de chaque civilisation, de chaque être humain qui a jamais osé rêver plus grand que ce que le monde lui permettait. C'est l'histoire d'un homme qui a regardé la République romaine, cette institution vieille de 5 siècles, sacrée, intouchable, vénérée comme un dieu, et qui a décidé, froidement, méthodiquement, avec une patience de serpent, de la transformer de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose d'entièrement nouveau. Quelque chose à son image. Jules César. Le nom seul résonne comme un coup de tonnerre à travers les siècles. César. Le mot qui a donné naissance au Kaiser allemand, au tsar russe, au titre d'autorité suprême dans des dizaines de langues et de cultures à travers le monde entier. Un homme dont le nom est devenu synonyme du pouvoir absolu lui-même. Mais qui était-il vraiment ? Était-il le libérateur que ses partisans célébraient, ou le tyran que ses assassins prétendaient tuer pour sauver la liberté ? Était-il un génie militaire sans égal, ou un politique cynique qui utilisait les guerres comme des outils de propagande personnelle ? Était-il un homme visionnaire qui voyait au-delà de son époque, ou simplement le plus ambitieux des hommes ambitieux dans une époque débordante d'ambition ? Nous allons répondre à toutes ces questions, et bien d'autres encore. Nous allons suivre Jules César depuis ses premières années à Rome, cette ville magnifique et violente qui était alors la maîtresse du monde méditerranéen, jusqu'à sa mort dans les marches du Sénat, poignardé 23 fois par des hommes qu'il appelait ses amis. Nous allons voir comment il a gravi les échelons d'une société profondément hiérarchisée, comment il a manipulé et séduit et terrorisé et convaincu, comment il a transformé des légions de soldats en une armée personnelle, loyale, jusqu'à la mort, comment il a conquis la Gaule et changé pour toujours la géographie politique de l'Europe occidentale, comment il a traversé le Rubicon dans cet acte de défi ultime contre l'ordre établi, comment il a vaincu Pompée, son ancien allié, son beau-père, son égal, et comment il est finalement tombé, non pas sous les coups d'un ennemi déclaré, mais sous les poignards de ceux qu'il croyait avoir convertis à sa cause. Préparez-vous, nous allons ensemble traverser l'une des vies les plus extraordinaires que l'humanité ait jamais connues. Et peut-être qu'au bout de ce voyage, vous comprendrez pourquoi, 2000 ans après sa mort, le nom de Jules César continue de résonner avec une puissance que le temps n'a pas réussi à éteindre. Pour comprendre Jules César, il faut d'abord comprendre Rome. Non pas la Rome triomphante, des arcs de triomphe et des forums en marbre, mais la Rome réelle, vivante, nauséabonde, magnifique et cruelle du 1er siècle avant Jésus-Christ. Une ville d'1 million d'habitants entassée dans des insulae, ces immeubles locatifs qui montaient parfois jusqu'à 7 étages et s'effondraient régulièrement sur leurs occupants. Une ville où les rues étroites débordaient d'une humanité bigarrée, marchands, esclaves, gladiateurs, philosophes grecs, prostituées, sénateurs en toge blanche, soldats en permission, immigrants de toutes les provinces de l'Empire naissant. Une ville où la fortune pouvait tout changer du jour au lendemain et où la disgrâce politique pouvait vous coûter non seulement votre carrière, mais votre vie. C'est dans cette ville, précisément dans le quartier de la Subure, un quartier populaire, animé, malfamé, situé entre les collines de l'Esquilin et du Viminal, que naît Gaius Julius César, le 13 mai de juillet de l'an Haut-de-Sang d'avant Jésus-Christ. Ou peut-être Oussan de Thau. Les historiens se disputent encore la date exacte, ce qui en soi est révélateur. Même les détails les plus fondamentaux de la vie de César restent enveloppés d'une certaine brume légendaire. Ce qui est certain, c'est que sa famille appartient à la noblesse. La gens Julia se réclame d'une ascendance divine, descendant d'Énée, lui-même fils de la déesse Vénus. Une généalogie qui pourrait faire sourire si elle n'avait pas une importance capitale dans la mentalité romaine de l'époque, où les dieux et les hommes semblaient parfois inhabiter le même monde. Mais ne vous y trompez pas, malgré cette noblesse affichée, la famille de César n'est pas riche.
Les Julia sont une famille patricienne ancienne, certes, mais appauvrie. Son père, également prénommé Gaius Julius César, est prêteur, une magistrature honorable, mais pas au sommet de la pyramide romaine. Sa mère, Aurelia Cotta, est en revanche une femme remarquable, intelligente, cultivée, pratique, issue d'une famille plébéienne mais aisée. Ce sont elles, les mères romaines de cette époque, qui font souvent toute la différence. Cornélie, la mère des Gracques, était célèbre pour avoir dit que ses fils étaient ses bijoux. Aurelia, de la même façon, va consacrer une énergie considérable à l'éducation de ce fils unique qui semble, dès son plus jeune âge, avoir quelque chose d'exceptionnel dans le regard. Le jeune Gaius grandit dans cette maison de la Subure, apprenant le latin et le grec, s'initiant à la rhétorique et à la philosophie, observant avec des yeux d'enfant les rouages d'une société en train de se transformer à une vitesse vertigineuse. Car Rome, en ce dernier siècle avant notre ère, est en pleine crise. La République, qui a su conquérir le bassin méditerranéen tout entier, ne sait plus comment se gouverner elle-même. Les anciennes institutions, le Sénat, les comices, les magistratures, ont été conçues pour une cité-État, pas pour un empire mondial. Les inégalités sociales se creusent de façon spectaculaire. D'un côté, une poignée de familles aristocratiques qui accumulent des fortunes colossales grâce aux conquêtes et au commerce des esclaves. De l'autre, une plèbe urbaine de plus en plus miséreuse, dépendante des distributions de grains de l'État, facilement manipulable par des politiciens sans scrupules. Dans ce contexte explosif, les oncles et alliés politiques de la famille César sont du côté populaire, les populares, par opposition aux optimates, ces conservateurs qui défendent farouchement les privilèges du Sénat. Son oncle par alliance, Caius Marius, est l'un des personnages les plus importants de son époque. Un général de génie, issu d'une famille relativement modeste, qui a réformé l'armée romaine de fond en comble et qui a sauvé Rome de l'invasion des Cimbres et des Teutons. Marius sera consul 7 fois, un record jamais égalé, et sera l'adversaire acharné de Sylla, le chef des optimates, dans une guerre civile qui va déchirer Rome à la fin du IIe siècle. Ces tensions politiques, ces alliances familiales, ces guerres civiles que le jeune César observe depuis sa fenêtre de la Subure vont former son caractère politique d'une façon indélébile. À 16 ans, César perd son père. C'est un coup dur, mais le jeune homme ne s'effondre pas. Il devient la figure masculine de la famille, responsable de sa mère et de sa sœur. Et presque immédiatement, les circonstances vont le placer dans une position extraordinairement dangereuse. Car Marius vient de mourir, et le vent politique tourne. Sylla, après avoir marché sur Rome avec ses légions, dans un acte sans précédent de violence politique, prend le contrôle de la ville et commence à purger ses ennemis. Des listes de proscription circulent, des listes de personnes déclarées ennemies de l'État, que n'importe quel citoyen peut tuer impunément et dont les biens sont confisqués. Être sur une liste de Sylla, c'est être un homme mort. César, à 17 ans, est marié à Cornélie, la fille de Cinna, l'allié le plus proche de Marius. C'est un choix politique évident, mais c'est aussi, semble-t-il, un choix personnel. César aimait Cornélie. Et cette distinction va s'avérer cruciale quand Sylla exige que le jeune homme divorce de sa femme comme signe de soumission au nouveau régime. Beaucoup d'autres auraient obéi. C'était la chose raisonnable à faire, c'était la chose sûre. César refuse. Ce geste de défi, au dictateur le plus puissant de Rome, à 17 ans, dit tout ce qu'il y a à savoir sur le caractère de cet homme. Il n'est pas quelqu'un qui plie. Il n'est pas quelqu'un qui calcule ses risques de façon ordinaire. Il est quelqu'un pour qui l'honneur, la dignitas, cette valeur centrale de la culture romaine, est plus précieuse que la prudence. Sylla, paraît-il, fut presque amusé. Selon la tradition, il aurait dit à ceux qui lui demandaient pourquoi il épargnait ce jeune insolent: « Vous ne voyez pas qu'il y a dans ce jeune homme beaucoup de Marius ?» C'était un compliment empoisonné et une prophétie. Mais César est contraint de fuir Rome. Il part en Asie, sert dans les armées romaines, se distingue à plusieurs reprises par son courage personnel et attend que la tempête passe. Quand Sylla meurt, en 78 avant Jésus-Christ, César revient à Rome. Il a 22 ans. Il est déterminé. Et il commence à élaborer, avec une patience que peu de gens soupçonnent encore, le plan d'une vie entière. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont Jules César a compris, très jeune, que le pouvoir à Rome passait d'abord par la parole. Pas par les armes, bien que les armes eussent leur importance. Pas par l'argent, bien que l'argent fût indispensable. Mais par la capacité à se lever devant une assemblée de plusieurs milliers de personnes, dans l'espace ouvert du forum, sous le soleil impitoyable d'un été romain,
et à les tenir en haleine, à les émouvoir, à les convaincre, à les électriser. La rhétorique, dans la Rome républicaine, était une arme politique d'une puissance redoutable. Cicéron, le contemporain de César et son plus grand rival sur ce terrain, allait en faire la démonstration éclatante tout au long de sa carrière. Mais César n'était pas en reste. À son retour de l'Est, César se consacre d'abord au barreau. Il plaide des causes, défend des accusés, attaque des gouverneurs corrompus. Ces procès ne sont pas simplement des exercices judiciaires, ils sont des actes politiques. En 77 avant Jésus-Christ, il attaque Dolabella, un ancien gouverneur de Macédoine soupçonné de concussion, c'est-à-dire d'avoir extorqué les populations provinciales pour s'enrichir personnellement. Dolabella est acquitté, car il a des protections puissantes. Mais César, lui, gagne en notoriété. Il est celui qui ose. Il est celui qui parle avec une clarté et une force que peu d'orateurs peuvent égaler. Puis vient l'une des anecdotes les plus célèbres et les plus révélatrices de la biographie de César. En 75 avant Jésus-Christ, il part pour Rhodes afin de parfaire sa formation rhétorique auprès du maître Molon d'Apollonie. Sur la route, son navire est capturé par des pirates ciliciens, ces bandits des mers qui infestent la Méditerranée orientale à cette époque et rançonnent les voyageurs fortunés. Les pirates demandent une rançon de 20 talents d'argent. César, paraît-il, éclate de rire et leur dit qu'ils ne savent pas qui ils ont capturé. Il vaut bien 50 talents. Il envoie ses compagnons chercher l'argent et pendant les 38 jours que dure sa captivité, il vit avec les pirates avec une désinvolture absolument stupéfiante. Il leur récite des discours, il leur lit ses poèmes. Si les pirates ne semblent pas impressionnés, il les traite avec un souverain mépris en leur disant qu'il les fera crucifier bientôt. Les pirates pensent que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. La rançon est payée, César est libéré. Et dans les semaines qui suivent, il rassemble une petite flotte sur ses propres deniers, surprend les pirates dans leurs repères, les capture, récupère sa rançon et les fait effectivement crucifier, en leur accordant cependant la grâce miséricordieuse d'être étranglés avant la crucifixion, car il les avait traités avec une certaine cordialité pendant sa captivité, et il avait, après tout, quelque chose qui ressemblait à de l'honneur. Cette histoire dit tout. Elle dit la confiance absolue en soi-même. Elle dit la capacité à transformer une humiliation en démonstration de puissance. Elle dit le sens de l'humour féroce, la capacité de faire une blague en annonçant une vérité terrible. Elle dit surtout la détermination sans faille à suivre ses intentions jusqu'au bout, quel qu'en soit le coût. De retour à Rome, César entame sa cursus honorum, la carrière politique qui, dans la République romaine, était strictement réglementée par des lois fixant des âges minima pour chaque magistrature et une séquence obligatoire. Questeur, édile, préteur, consul. C'est un chemin long, mais César l'aborde avec une énergie et une ingéniosité qui laissent ses contemporains partagés entre l'admiration et la méfiance. Il est questeur en 69 avant Jésus-Christ, ce qui lui permet de partir en Espagne et d'avoir un premier contact avec l'administration provinciale. Il est édile curule en 65 avant Jésus-Christ, et c'est là que commence vraiment sa relation avec la foule romaine. Car le rôle des édiles, parmi d'autres fonctions, est d'organiser les jeux. Et Jules César va organiser des jeux d'une magnificence qui laisse Rome sans voix. Des gladiateurs, des bêtes sauvages, des reconstitutions de batailles navales, des distributions de nourriture, tout cela à une échelle que personne n'a vue auparavant. Pour financer tout cela, il s'endette. Il s'endette de façon colossale, au point que son créancier principal, Marcus Licinius Crassus, le richissime homme d'affaires qui deviendra son allié, doit personnellement se porter garant de ses dettes pour lui permettre de quitter Rome. Crassus n'est pas philanthrope. Il sait reconnaître un investissement quand il en voit un. Et Jules César, à 35 ans, est l'investissement le plus prometteur de toute la République. Ces dettes, qui à leur apogée atteignent des sommes astronomiques, peut-être l'équivalent de plusieurs centaines de millions d'euros en valeur moderne, ne sont pas simplement le résultat d'une mauvaise gestion financière. Elles sont une stratégie. César le sait parfaitement. Un homme endetté à ce point ne peut pas se permettre de s'arrêter. Il doit toujours aller plus vite, plus haut, plus loin. Chaque nouvelle magistrature, chaque nouvelle conquête, chaque nouveau butin de guerre lui permet de rembourser une partie de ses dettes et d'en contracter de nouvelles pour financer l'étape suivante. C'est une course en avant perpétuelle, délibérée, calculée, une machine à ambition alimentée par la nécessité. En Sixtis Rue avant Jésus-Christ, César fait quelque chose qui stupéfie même ses admirateurs. Il se présente à l'élection du grand pontife,
le Pontifex Maximus, chef de la religion d'État romaine. C'est une position d'un prestige considérable, généralement occupée par des hommes beaucoup plus âgés et d'une stature politique déjà consacrée. César, qui n'est encore que préteur désigné, n'a aucune raison objective de gagner. Il a pourtant gagné, grâce à une campagne électorale intensive qui impliquait des distributions massives de cadeaux et une mobilisation de ses clientèles dans tous les quartiers de Rome. Le matin de l'élection, selon la tradition, sa mère venue lui faire ses adieux pour le cas où il serait battu et contraint à l'exil, il lui aurait dit « Mère, tu me reverras ce soir, pontife, ou tu ne me reverras pas du tout. » Il est revenu pontife. Cette victoire lui donnait aussi le bénéfice important d'une résidence officielle dans la Via Sacra, ce qui réglait accessoirement son problème de logement, car il avait dû quitter la maison familiale de la Subure qui tombait en ruine. C'est aussi en Sixtis Rouille avant Jésus-Christ que César joue un rôle ambigu et complexe dans l'affaire de la conjuration de Catilina, ce patricien ruiné qui avait organisé un complot pour renverser le gouvernement républicain. Cicéron, alors consul, découvre le complot et demande au Sénat d'exécuter les conjurés sans jugement. César, dans un discours brillant, s'oppose à l'exécution sommaire, non par sympathie pour Catilina, mais par un argument constitutionnel parfaitement défendable. Les citoyens romains ont droit à un procès. Il propose à la place l'emprisonnement à vie et la confiscation des biens. Il ne gagne pas ce débat, les conjurés sont exécutés, mais il a démontré une fois de plus sa capacité à se poser en défenseur des principes républicains, tout en restant politiquement protégé de tout soupçon de complicité. Ces années de formation politique ont forgé un homme d'une complexité remarquable. César n'est pas simplement un ambitieux, il est un penseur. Il comprend les systèmes, les dynamiques sociales, les ressorts psychologiques des foules et des individus. Il lit la politique comme d'autres lisent les cartes de bataille, avec une capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire et à planifier plusieurs coups à l'avance. Et maintenant, à l'approche de la quarantaine, il est prêt pour le grand saut. Avant de parler du triumvirat lui-même, il faut s'arrêter un instant sur ce que signifiait pour un Romain de cette époque d'être au sommet du pouvoir. Le consulat était la magistrature suprême de la République. 2 consuls élus chaque année, détenant conjointement l'imperium, ce pouvoir sacré de commander les armées et d'exercer la justice au nom du peuple romain. Être consul, c'était tenir dans ses mains, pour 12 mois, la destinée de la civilisation la plus puissante du monde connu. Et après le consulat, pour les hommes vraiment ambitieux, venaient les commandements militaires, les provinces à gouverner, les guerres à mener, les voies royales vers la gloire, la fortune, et ce qu'on appelait à Rome la dignitas, cette réputation publique que tout homme de la classe sénatoriale cherchait à construire et à préserver au prix de n'importe quel sacrifice. En politique comme en guerre, il y a des moments où la prudence commande l'alliance. Jules César, à l'aube de ses 40 ans, sait qu'il ne peut pas prendre le pouvoir seul. Rome est gouvernée par un équilibre précaire de factions, de clientèle, de loyauté familiale et d'intérêts économiques. Pour déstabiliser cet équilibre à son avantage, il lui faut des alliés puissants, complémentaires et suffisamment différents de lui pour ne pas lui faire d'ombre directement. Il les trouve en 2 hommes que tout semble opposer, mais que leurs ambitions respectives et leurs frustrations communes peuvent unir. Le premier est Marcus Licinius Crassus. Crassus est l'homme le plus riche de Rome, peut-être l'homme le plus riche du monde romain de son époque. Sa fortune, estimée à 6000 talents, est le fruit d'une combinaison ingénieuse de spéculation immobilière, de commerce et d'une pratique particulièrement cynique. Il possédait des brigades de pompiers privés qui, en cas d'incendie, événement fréquent dans une Rome de bois et de briques, arrivaient sur place et négociaient l'achat des bâtiments en flammes avant d'éteindre le feu. Propriétaire d'immeubles, de mines d'argent, de milliers d'esclaves qu'il louait comme artisans, Crassus est l'incarnation du capitalisme romain dans ce qu'il a de plus brutal et de plus efficace. Mais malgré toute sa richesse, Crassus manque de quelque chose que César possède en abondance, la gloire militaire. Il a bien vaincu Spartacus lors de la grande révolte des esclaves de 73 to 71 avant Jésus-Christ, mais cette victoire a été en partie éclipsée par Pompée, qui avait eu le cynisme d'achever les fuyards et de s'en attribuer le mérite. Crassus ne l'a jamais pardonné à Pompée. Il a besoin de César pour contrebalancer l'influence de cet ennemi. Le second est Gnaeus Pompeius Magnus, Pompée le Grand. Et lui, il mérite son surnom. Pompée est à ce moment-là le personnage le plus illustre de Rome, l'homme aux victoires les plus éclatantes, le général dont les soldats adoraient le nom. Fils d'un général important, il avait commencé sa carrière militaire à 17 ans aux côtés de son père,
s'était rallié à Sylla avec 3 légions levées à ses propres frais, obtenant ainsi le droit exceptionnel de célébrer un triomphe à 25 ans, sans avoir jamais occupé de magistrature. Il avait pacifié l'Espagne, vaincu les derniers partisans de Marius, liquidé les pirates de Méditerranée en une campagne de 3 mois d'une efficacité foudroyante et remporté des victoires décisives en Orient contre Mithridate du Pont et Tigrane d'Arménie. Il avait réorganisé tout l'Orient romain en provinces et royaumes vassaux, ajoutant au trésor de Rome des recettes annuelles considérables. Il revenait en Sixtiteute avant Jésus-Christ comme le triomphateur absolu, l'homme que tout le monde attendait. Et pourtant, quand il avait demandé au Sénat de ratifier ses arrangements orientaux et de distribuer des terres à ses vétérans, les sénateurs conservateurs, menés par Caton, l'incorruptible et irritant Caton, avaient fait obstruction, manœuvre après manœuvre, pour lui refuser cette satisfaction. Pompée était furieux. Et c'est dans cette fureur que César a vu son opportunité. En Sixtiteute avant Jésus-Christ, Jules César rentre d'Espagne où il avait exercé la propraetoreship, son premier commandement militaire important. Il avait mené une campagne rapide contre des tribus lusitaniennes récalcitrantes, remporté des victoires suffisantes pour réclamer un triomphe et, surtout, accumulé suffisamment de butin pour rembourser une partie substantielle de ses dettes. Il était prêt pour le consulat. Mais les circonstances politiques étaient complexes. Les sénateurs de l'opposition cherchaient à le bloquer et il avait besoin d'alliés puissants pour forcer le passage. L'idée du triumvirat, cet accord secret entre Crassus, Pompée et César, est l'une des manœuvres politiques les plus audacieuses de l'histoire romaine. Les 3 hommes se réunissent discrètement et concluent un pacte simple dans son principe, mais révolutionnaire dans ses implications. Chacun apporte ce que les 2 autres n'ont pas. Crassus apporte l'argent. Pompée apporte la gloire militaire et l'armée de vétérans. César apporte l'intelligence politique, la popularité auprès de la plèbe et la capacité à manœuvrer dans les méandres de la politique institutionnelle romaine. Ensemble, ils forment un bloc suffisamment puissant pour imposer leur volonté à la République. Le résultat est immédiat et spectaculaire. César est élu consul pour l'année 59 avant Jésus-Christ avec une facilité relative, même si son collègue est l'obstinément conservateur Bibulus. Un homme vertueux, mais pas particulièrement habile, que César va mettre en échec à chaque étape. Consul, César met immédiatement en œuvre les priorités du triumvirat. La loi agraire pour distribuer des terres aux vétérans de Pompée, la ratification des arrangements orientaux et des mesures populaires qui lui valent l'enthousiasme des foules. Quand Bibulus tente d'opposer son veto en prétextant des présages défavorables, César le fait littéralement chasser du forum par des partisans armés. C'est un coup de force brutal qui fait hurler les partisans de la légalité républicaine, Cicéron en tête, mais qui passe parce que César a la force derrière lui. Cette année de consulat est aussi l'occasion pour César de préparer son avenir immédiat. Il obtient la prorogation de son impérium, son commandement militaire, pour la Gaule cisalpine et la Gaule narbonnaise, pour une durée initiale de 5 ans. C'est là que tout va changer. Parce que la Gaule, ce vaste territoire qui correspond à peu près à la France actuelle, plus la Belgique et une partie de la Suisse et de l'Allemagne, n'est pas encore conquise. Elle est peuplée de dizaines de peuples différents, guerriers et indépendants, qui seront à la fois le théâtre et le laboratoire des plus grandes campagnes militaires de l'histoire romaine. Avant de partir pour la Gaule, César scelle l'alliance par des liens familiaux. Sa fille Julia, qu'il adorait, est donnée en mariage à Pompée, malgré la différence d'âge. Et lui-même épouse Calpurnia, fille d'un sénateur influent. Ces mariages politiques étaient monnaie courante à Rome, mais la relation entre César et sa fille Julia semble avoir été authentiquement affectueuse, et la mort de Julia, en 50 Chachée avant Jésus-Christ, sera l'une des causes indirectes de la dissolution du triumvirat, car elle emportera avec elle le lien humain le plus fort entre son père et son mari. Mais tout cela est encore dans le futur. En 50 avant Jésus-Christ, Jules César quitte Rome pour rejoindre son commandement en Gaule. Il a 42 ans. Il a de bonnes légions, des dettes considérables, des ennemis politiques à Rome qui espèrent qu'il ne reviendra jamais, et un appétit de gloire qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu avant lui. Ce qu'il va accomplir dans les 9 années suivantes va non seulement le rendre invincible politiquement, mais va transformer pour toujours la carte de l'Europe. Il faut s'arrêter un moment et mesurer l'ampleur de ce que représente la conquête de la Gaule. Pas seulement sur le plan militaire, bien que les exploits militaires de César pendant ces 9 années soient d'une nature qui dépasse l'entendement ordinaire, mais sur le plan humain, culturel, civilisationnel. La Gaule, en 58 avant Jésus-Christ, est un monde.
Un monde de plusieurs millions d'êtres humains, organisés en sociétés complexes, avec leur langue, leur religion, leurs institutions, leurs arts, leurs traditions. Un monde qui allait être transformé de façon irréversible par le passage des légions romaines et dont les descendants, les Français, les Belges, une partie des Suisses, allaient pour toujours être marqués par cette conquête. 2000 ans plus tard, la langue française est une langue dérivée du latin que les légions de César apportèrent avec eux. La civilisation gallo-romaine est la matrice directe de ce que nous sommes. Jules César n'a pas seulement conquis la Gaule, il a participé à la création de l'Europe occidentale. Mais commençons par le début. Au printemps de l'an 58 avant Jésus-Christ, une nouvelle arrive en Gaule cisalpine qui donne à César le prétexte qu'il cherchait pour intervenir au-delà des frontières de sa province. Les Helvètes, le peuple qui habitait ce qui est aujourd'hui la Suisse, ont décidé de migrer en masse vers l'ouest, vers les terres fertiles de la Gaule atlantique, pour fuir la pression des peuples germaniques sur leur flanc oriental. Cette migration de 368 000 personnes, selon les chiffres que César lui-même donne, peut-être exagérés, va traverser le territoire de la province romaine, et César refuse de l'autoriser. Les raisons officielles sont que cette migration déstabiliserait toute la Gaule et créerait un vacuum dangereux sur le Rhin. Les raisons réelles sont que César a besoin d'une guerre. Ce qui suit est un exemple parfait du génie militaire de César dans ses aspects les plus techniques. En quelques semaines, il lève de nouvelles légions, mobilise ses forces existantes et prend position pour bloquer le passage des Helvètes. La campagne qui s'ensuit démontre une capacité à manœuvrer des forces importantes à des vitesses que les Gaulois n'anticipent pas. César bat les Helvètes à Bibracte, ce qui est aujourd'hui Autun, en Bourgogne, dans une bataille d'une complexité tactique remarquable où ces légions, malgré une situation difficile en début d'engagement, finissent par renverser complètement la situation. Les Helvètes survivants sont renvoyés dans leur pays d'origine, avec l'ordre de le repeupler pour maintenir une zone tampon contre les Germains. Mais à peine cette première crise résolue, une deuxième se présente. Le chef germain Arioviste, qui avait franchi le Rhin avec ses guerriers et s'était installé en Gaule centrale, refusait de se soumettre à l'autorité de Rome. César, malgré la nervosité de certains de ses soldats qui n'avaient jamais affronté les terribles guerriers germains, marche contre Arioviste. Il y a un épisode remarquable pendant cette campagne. Les murmures de peur qui circulent dans le camp romain sont si sérieux que certains officiers envisagent de ne pas avancer. César convoque une assemblée et fait un discours d'une audace étonnante. Il dit à ses troupes que si personne d'autre ne le suit, il marchera avec la seule 10e légion qui lui a toujours été fidèle. Ce geste, ce défi calculé à l'amour-propre des soldats, fonctionne parfaitement. Toute l'armée s'ébranle. La rencontre avec Arioviste est une victoire totale. Les Germains, surpris par la rapidité et la discipline des légions romaines, sont mis en déroute et repoussés au-delà du Rhin. César a maintenant sécurisé ses arrières, mais il n'a pas l'intention de s'arrêter là. L'année 57 avant Jésus-Christ voit la grande campagne contre les Belges, ces peuples du nord-est de la Gaule, que César décrit dans la phrase d'ouverture immortelle de ses commentaires comme de tous les Gaulois les plus braves. Et c'est vrai que les Belges se battent avec une férocité qui met les légions romaines à rude épreuve. Les Nerviens en particulier, qui habitaient le territoire de l'actuelle Belgique, donnent à César l'une des batailles les plus difficiles de toute sa carrière. Sur la Sambre, prise dans un engagement improvisé avant que ses légions aient eu le temps de se déployer correctement, César faillit perdre la bataille. Il s'empare lui-même d'un bouclier, se jette dans la mêlée, exhorte les soldats par leur nom et redresse la situation par la seule force de sa présence. Cette image, le général romain de 45 ans, au milieu de la confusion du combat, exposé aux lances ennemies comme le dernier des légionnaires, est une image qui va hanter les imaginations romaines pour des générations. Mais César ne se contente pas d'être un combattant courageux. Ce qui fait sa supériorité, c'est sa capacité à combiner le courage physique avec une intelligence stratégique de très haut niveau. Ses Commentarii de Bello Gallico, les récits qu'il écrit sur ses campagnes gauloises, sont à la fois un chef-d'œuvre de prose latine et un document militaire d'une précision remarquable. Dans ces textes, rédigés à la 3e personne avec une objectivité désarmante qui cache en réalité une propagande extrêmement raffinée, il démontre sa maîtrise de tous les aspects de la guerre, le renseignement, la logistique, la tactique, la diplomatie, la politique. Ces textes étaient envoyés à Rome pour être lus au forum, et ils servaient de reportage de guerre destiné à maintenir et développer sa popularité auprès du peuple romain. Les années suivantes voient des campagnes toujours plus ambitieuses. En 56 avant Jésus-Christ, il mène une campagne maritime contre les Vénètes,
un peuple breton remarquable qui avait construit une flotte de grands navires à voile adaptés aux mers Atlantiques et que César dut combattre en construisant une flotte de galères et en inventant une tactique navale entièrement nouvelle. En 55 avant Jésus-Christ, il fait quelque chose d'absolument inouï du point de vue romain. Il fait construire un pont sur le Rhin. Un pont en bois sur un grand fleuve, construit en 10 jours par les légions, pour traverser dans le pays des Germains et leur montrer que le bras de Rome peut les atteindre chez eux. Puis il démonte le pont pour bien montrer qu'il ne cherche pas à s'installer, juste à terroriser. Et puis il fait encore mieux. Il traverse la Manche et atterrit en Bretagne, en Angleterre. 2 fois, en 55 et 54 avant Jésus-Christ. Ces expéditions en Bretagne ne sont pas de vraies conquêtes. César n'a pas les moyens de tenir l'île, et il le sait. Mais elles ont une valeur symbolique extraordinaire. Pour les Romains, la Bretagne était un endroit quasi mythique, au-delà de l'océan, aux frontières du monde connu. Traverser l'océan était un acte quasi divin. Auguste lui-même, après avoir hérité du pouvoir de César, ne s'y risquera pas. Seul César l'avait fait. Cette audace contribuait à construire une légende qui dépassait celle de n'importe quel général romain avant lui. Les années suivantes voient des campagnes toujours plus ambitieuses. En 56 avant Jésus-Christ, il mène une campagne maritime contre les Vénètes, un peuple breton remarquable qui avait construit une flotte de grands navires à voile adaptés aux mers Atlantiques, et que César dut combattre en construisant une flotte de galères et en inventant une tactique navale entièrement nouvelle. Cette victoire navale mérite qu'on s'y attarde un moment, car elle illustre parfaitement une des qualités les plus remarquables de César, sa capacité à s'adapter, à apprendre, à inventer des solutions que personne n'avait pensées auparavant. Les navires des Vénètes étaient à coque haute, à fond plat, construits pour résister aux tempêtes de l'Atlantique, des bateaux si bien conçus pour leur milieu que les galères méditerranéennes de Rome, avec leurs rames et leurs faibles tirants d'eau, ne pouvaient ni les aborder facilement, ni les couler par éperonnage. César eut l'idée brillante de doter ses galères de faucilles, montées sur de longues perches, des outils qui permettaient de couper les cordages des voiles ennemies et de mettre les grands navires gaulois hors de combat sans avoir à les aborder. Ce fut l'une des inventions tactiques les plus créatives de toute sa carrière. En quelques heures, la puissance navale des Vénètes fut détruite, et avec elle, toute résistance dans cette partie de la Gaule atlantique. En 55 avant Jésus-Christ, il fait quelque chose d'absolument inouï du point de vue romain. Il fait construire un pont sur le Rhin, un pont en bois sur un grand fleuve, construit en 10 jours par les légions, pour traverser dans le pays des Germains et leur montrer que le bras de Rome peut les atteindre chez eux. Cette construction, décrite en détail dans ses commentaires, avec une précision d'ingénieur qui témoigne de sa compréhension des techniques de construction, reste l'un des exemples les plus impressionnants d'exploits du génie militaire de l'Antiquité. 10 jours pour construire un pont en bois sur un fleuve large et puissant comme le Rhin, avec uniquement les outils et les compétences des légions romaines. Puis il démonte le pont pour bien montrer qu'il ne cherche pas à s'installer, juste à terroriser. Ce message, nous pouvons venir chez vous quand nous le voulons, et quand nous partons c'est parce que nous le choisissons, fut parfaitement compris par les peuples germaniques. Et puis il fait encore mieux. Il traverse la Manche et atterrit en Bretagne, en Angleterre. 2 fois, en 55 et 54 avant Jésus-Christ. Ces expéditions en Bretagne ne sont pas de vraies conquêtes. César n'a pas les moyens de tenir l'île, et il le sait. Mais elles ont une valeur symbolique extraordinaire. Pour les Romains, la Bretagne était un endroit quasi mythique, au-delà de l'océan, aux frontières du monde connu. Traverser l'océan était un acte quasi divin. Auguste lui-même, après avoir hérité du pouvoir de César, ne s'y risquera pas. Seul César l'avait fait. Cette audace contribuait à construire une légende qui dépassait celle de n'importe quel général romain avant lui. Mais la vérité militaire de ces expéditions bretonnes est plus mitigée que la légende ne le laisse entendre. La première expédition, en 55, manqua de tourner au désastre. Les navires romains, mal adaptés aux marées atlantiques très différentes des flux méditerranéens, subirent de lourdes pertes dans des tempêtes. Les Bretons combattirent avec une férocité qui surprit les légions. César dut rembarquer rapidement. La deuxième expédition, en 54, fut plus substantielle. Avec 5 légions et 2000 cavaliers, il pénétra assez loin dans les terres, traversa la Tamise et obtint la soumission nominale de certains rois bretons. Mais une révolte en Gaule le contraignit à repartir avant d'avoir consolidé quoi que ce soit. Ces expéditions bretonnes furent donc davantage des coups de pub géniaux que de vraies conquêtes.
Mais en politique, les coups de pub géniaux ont parfois plus d'importance que les conquêtes réelles. Mais la guerre des Gaules n'est pas une simple promenade militaire. Elle a des moments sombres, des revers terribles, des crises qui manquent de tout remettre en question. En 54 ou 53 avant Jésus-Christ, une grande révolte gauloise secoue toute la province. Ambiorix, le chef des Éburons, tend une embuscade à un légat de César et détruit entièrement une légion et demie, 15 000 soldats romains. C'est une catastrophe. César réagit avec une violence froide et méthodique, dévastant le territoire des Éburons, poursuivant Ambiorix sans relâche, sans jamais le capturer, et multipliant les démonstrations de force pour intimider les autres peuples tentés de se joindre à la rébellion. Et puis vient 52 avant Jésus-Christ, l'année de Vercingétorix, l'année qui va définir non seulement la guerre des Gaules, mais la légende même de Jules César. Vercingétorix est le fils d'un chef arverne qui avait été exécuté par ses compatriotes pour avoir aspiré à la royauté. Il est jeune, probablement entre 25 et 30 ans, et il est doté d'une intelligence politique et militaire qui en fait le premier adversaire vraiment à la hauteur de César depuis le début de la guerre. Il comprend quelque chose que les autres chefs gaulois n'avaient pas compris, que Rome ne peut pas être vaincue en bataille rangée. Les légions sont tout simplement trop disciplinées, trop entraînées, trop bien équipées pour être battues dans une rencontre frontale. La seule façon de vaincre Rome, c'est de pratiquer la terre brûlée, de couper les lignes d'approvisionnement, de harceler sans jamais s'engager dans un combat décisif, et d'affamer les légions jusqu'à ce qu'elles soient contraintes de se retirer. Cette stratégie est brillante, et pendant plusieurs mois, elle fonctionne. César se trouve dans une situation difficile, contraint de manœuvrer en plein hiver dans un pays dont les ressources sont délibérément détruites par les Gaulois eux-mêmes. La bataille de Gergovie, sur le territoire arverne, dans ce qui est aujourd'hui l'Auvergne, voit César essuyer une défaite sérieuse. C'est l'une des rares fois dans sa carrière où il reconnaît, même dans ses propres écrits biaisés, qu'il a commis une erreur tactique. Ses légions, dans un assaut prématuré contre les hauteurs fortifiées, subissent de lourdes pertes et doivent se replier. C'est un revers considérable. Mais voilà que la stratégie de Vercingétorix se retourne contre lui. Les Gaulois avaient refusé de brûler Avaricum, la ville des Bituriges, aujourd'hui Bourges, parce que c'était une des plus belles villes de toute la Gaule. César en profite pour l'assiéger et la prendre. Puis, après Gergovie, Vercingétorix choisit de se replier dans la forteresse d'Alésia, sur la colline de l'actuelle Alys-Sainte-Reine, en Côte d'Or, avec peut-être 80 000 guerriers gaulois. Il envoie des messagers pour demander du renfort à toute la Gaule. César, loin de battre en retraite, décide d'assiéger Alésia. Et c'est là que son génie militaire atteint son apogée absolu. Pour assiéger Alésia, César fait construire autour de la colline 2 lignes de fortifications circulaires. La première, la contrevallation, face à la ville pour empêcher toute sortie. La seconde, la circonvallation, face vers l'extérieur pour repousser l'armée de secours gauloise qui ne manquera pas d'arriver. Ces 2 lignes font ensemble environ 40 km de long. Elles comprennent des fossés, des palissades, des tours de guet, des pièges. C'est une fortification monumentale, construite en quelques semaines par les légions romaines avec une efficacité de machine. César, avec 50 000 soldats environ, se retrouve coincé entre 2 armées gauloises, celle d'Alésia et l'armée de secours de 250 000 hommes selon ses propres chiffres, et il tient. Il tient grâce à l'organisation, à la discipline, à sa propre présence physique sur le champ de bataille, galopant d'une brèche à l'autre, apparaissant toujours là où la situation est la plus critique, reconnaissable à son manteau rouge qui permettait à ses soldats de le repérer dans la confusion. L'armée de secours est repoussée. Vercingétorix, comprenant que tout est perdu, sort de la forteresse à cheval, fait le tour de César assis dans son siège de commandement, descend de son cheval, jette ses armes aux pieds du vainqueur. César l'enchaîne. Vercingétorix passera 6 ans en captivité à Rome avant d'être exhibé lors du triomphe de César et étranglé dans sa prison. Triste fin pour un homme qui méritait mieux. Mais c'est la loi de la guerre antique. Avec la chute d'Alésia, la résistance gauloise est brisée. Il y aura encore des révoltes, chez les Bellovacés, chez d'autres peuples, mais l'essentiel est fait. La Gaule est romaine. Une terre de plusieurs millions d'âmes, de l'Atlantique au Rhin, du détroit de Douvres aux Pyrénées, est désormais incorporée dans le monde romain. César a accompli ce que nul autre Romain n'avait fait avant lui. Et en accomplissant cela, il a réglé sa dette, au sens propre comme au sens figuré.
Le butin de la guerre des Gaules est colossal. Des dizaines de milliers d'esclaves, des quantités d'or qui ont fait chuter le prix du métal précieux sur tous les marchés méditerranéens, des impôts qui vont affluer dans les caisses de Rome pendant des siècles. César est riche, César est puissant, César est célèbre dans tout le monde connu. Et César a une armée de vétérans qui lui sont personnellement dévoués, qui ont partagé avec lui la gloire et la souffrance de 9 ans de campagne, qui pensent à lui non pas comme à un général lointain, mais comme à leur pater, leur père. Ce qui se passe maintenant à Rome va rendre ce dernier point d'une importance décisive. Pendant que César guerroyait en Gaule, Rome continuait de se déchirer elle-même. Le triumvirat, cette alliance des 3 hommes les plus puissants du monde romain, avait commencé à se désintégrer. La mort de Julia, la fille de César et femme de Pompée, en 54 avant Jésus-Christ, avait coupé le lien le plus humain entre les 2 hommes. Et en 53 avant Jésus-Christ, était survenue la catastrophe qui allait tout changer. La défaite de Crassus à Kars, dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie. Crassus, qui n'avait jamais eu la gloire militaire dont il rêvait et qui s'était finalement décidé à aller chercher fortune contre les Parthes, avait conduit 7 légions romaines dans un désastre retentissant. L'armée romaine, incapable de combattre efficacement contre la cavalerie parthique et les archers à cheval, avait été encerclée et pratiquement anéantie. Crassus lui-même avait été capturé et tué. Selon une légende peut-être apocryphe, les Parthes lui auraient versé de l'or fondu dans la gorge, en allusion à sa légendaire avidité. 30 000 soldats romains morts ou captifs. Les aigles des légions aux mains de l'ennemi. Et surtout, le 3e homme du triumvirat disparu. Cet équilibre qui avait maintenu ensemble des alliés naturellement rivaux. Sans Crassus, Pompée et César n'ont plus de raison de se ménager. Et les ennemis de César à Rome, Caton, Bibulus, les sénateurs conservateurs qui n'ont jamais accepté ses méthodes et qui voient dans son succès une menace pour la République, vont souffler sur les braises de leur rivalité. La question centrale devient juridique et constitutionnelle, mais avec des enjeux mortels. Que se passera-t-il quand César devra rendre son commandement militaire pour se présenter au second consulat qu'il envisage? La loi romaine est formelle. Un citoyen qui rentre à Rome sans déposer son impérium perd l'immunité que ce commandement lui confère contre les poursuites judiciaires. Et les ennemis de César ont préparé des accusations sérieuses. Violation de la légalité républicaine pendant son consulat de 59, conduite de guerres illégales en Gaule, corruption et d'autres chefs encore. Si César rentre à Rome comme simple citoyen, il sera immédiatement traîné en justice, et ses ennemis ont les votes pour le condamner. César veut donc une chose précise, le droit de se présenter au consulat in absentia, c'est-à-dire en conservant son commandement militaire jusqu'au moment de son élection. Si ce droit lui est accordé, il est protégé. La loi Vatinia et des précédents récents semblent l'autoriser. Mais le Sénat, poussé par Pompée qui s'est progressivement laissé séduire par les flatteries des conservateurs et par l'ivresse d'être le défenseur de la République, refuse catégoriquement. Les négociations vont et viennent pendant des mois, des années. César fait des propositions de compromis. Il offre de déposer plusieurs légions si Pompée fait de même. Il envoie des émissaires, fait parler ses alliés à Rome. Rien n'y fait. La faction conservatrice est déterminée à le détruire politiquement. En janvier 49 avant Jésus-Christ, le Sénat passe une résolution d'urgence, le Senatus Consultum Ultimum, qui ordonne à César de déposer immédiatement son commandement ou d'être déclaré ennemi de l'État. Ses alliés, les tribuns de la plèbe Marc-Antoine et Quintus Cassius Longinus, opposent leur veto sacré, ce veto qui, depuis des siècles, protégeait les décisions de l'Assemblée populaire. Ils sont physiquement chassés du Sénat par les optimates armés, ce qui est une violation flagrante de la Constitution républicaine. Ils fuient Rome et rejoignent César avec son armée en Gaule cisalpine. César est maintenant face au choix de sa vie. Et c'est là que nous arrivons à la scène la plus célèbre, la plus symbolique, la plus dramatique peut-être, de toute l'histoire romaine. Le Rubicon. Ce petit fleuve de rien du tout, un cours d'eau modeste qui coulait quelque part dans ce qui est aujourd'hui l'Émilie-Romagne, dont l'emplacement exact a même été débattu par les historiens, était la frontière entre la Gaule cisalpine, province de César, et l'Italie proprement dite. Une loi ancienne et absolue interdisait à tout général de franchir cette frontière avec son armée sous les armes. Cette interdiction n'était pas une formalité. Elle était le fondement de la protection de la République contre le risque de coup d'État militaire. Franchir le Rubicon avec ses légions, c'était déclarer la guerre à Rome elle-même. C'était la trahison,
l'illégalité absolue, l'acte qui plaçait son auteur hors de la loi républicaine pour toujours. César s'arrête sur la rive du Rubicon. Il réfléchit. Selon Suétone, il hésite longuement. Selon Plutarque, il consulte ses proches. Ces hésitations, si elles eurent lieu réellement, sont peut-être les dernières que cet homme ait jamais connues sur le terrain des grandes décisions. Car une fois qu'il a vu clairement ce qui doit être fait, rien ne peut l'arrêter. Et ce qu'il voit cette nuit-là sur la rive du Rubicon, c'est ceci. Ses ennemis ont commis l'erreur irréparable. En chassant ses alliés du Sénat, en violant la tribune sacrée, ils ont donné à César exactement le prétexte qu'il lui fallait pour franchir la frontière, non pas comme un rebelle, mais comme le défenseur de la Constitution républicaine bafouée. C'est lui maintenant l'homme de la légalité. C'est le Sénat qui a violé les règles du jeu. Il traverse. La phrase qu'on lui prête, « Alea jacta est », le sort en est jeté, est peut-être apocryphe, peut-être empruntée à un auteur de comédie grecque qu'il aimait citer. Mais qu'il l'ait dite ou non, elle capture parfaitement l'essence du moment. Il n'y a plus de retour en arrière possible. La guerre civile commence. Ce qui s'ensuit défie toute expectative. Pompée, qui avait proclamé avec confiance qu'il n'avait qu'à frapper le sol de son pied pour voir surgir des légions, se retrouve incapable de défendre Rome. Les légions de César avancent à une vitesse hallucinante. Ville après ville se rend sans combattre, les garnisons de Pompée se rallient ou s'enfuient. En 60 jours, César contrôle toute l'Italie sans qu'une seule bataille décisive n'ait été livrée. Pompée, le Sénat et la plupart des sénateurs conservateurs fuient à Brindisi, puis s'embarquent pour la Grèce. César prend Rome. À Rome, il fait quelque chose d'inattendu pour un homme qu'on s'attendait à voir se comporter comme Sylla. Il fait preuve de clémence. Clementia Caesaris, la clémence de César, devient la politique officielle. Les soldats et officiers ennemis capturés sont libérés, souvent recrutés dans ses propres rangs. Les citoyens qui s'étaient rangés du côté de Pompée ne sont pas persécutés. Les confiscations ne s'opèrent pas. César comprend, et c'est là peut-être son plus grand calcul politique, que la clémence est une arme plus efficace que la terreur dans une guerre civile. Chaque ennemi qu'il épargne est un allié potentiel. Chaque acte de générosité est un argument de propagande. Et il n'a pas de temps à perdre avec des règlements de compte quand il y a des batailles à gagner. Avant de raconter la guerre civile elle-même, il faut comprendre ce que signifiait pour Rome le spectacle de deux de ses plus grands fils se déchirant dans une guerre fratricide. Les guerres civiles romaines n'étaient pas de simples conflits politiques. Elles étaient des déchirements de l'âme collective d'un peuple. Les Romains croyaient profondément à la pietas, la piété envers les dieux, les ancêtres, la patrie. La guerre civile était l'antithèse de la pietas. Elle exigeait de tuer ses compatriotes, parfois ses propres parents, parfois ses anciens amis. Les poètes romains de l'époque d'Auguste, Virgile, Horace, Properce, évoquaient encore les guerres civiles avec une horreur viscérale, qui témoigne du traumatisme profond que ces conflits avaient laissé dans la mémoire collective romaine. César et Pompée, en franchissant ce seuil, savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et ils le firent quand même, chacun convaincu d'avoir la légitimité et la nécessité de son côté. La guerre civile entre César et Pompée est une de ces guerres dont l'issue semble rétrospectivement inévitable, mais qui fut en réalité beaucoup plus incertaine qu'elle ne paraît dans les récits des historiens. Pompée n'est pas un incompétent. Il est l'un des meilleurs généraux de son époque, il a des légions aguerries, et il a choisi une stratégie qui aurait dû fonctionner. Utiliser le contrôle de la mer pour couper les approvisionnements de César et attendre que l'armée de son ennemi se désintègre par manque de ressources. Pendant les premiers mois de la campagne, cette stratégie montre des signes encourageants. Mais voilà le problème avec une stratégie de patience contre César. César ne s'arrête jamais. Pendant que Pompée consolide sa position en Grèce, César fonce en Espagne pour neutraliser les armées pompéiennes qui y stationnent. « Je vais combattre une armée sans chef, avant de combattre un chef sans armée », aurait-il dit. La campagne d'Espagne est une merveille de manœuvre stratégique. César force la capitulation des généraux de Pompée, non par la bataille, mais par le mouvement, en les coupant de leur ravitaillement et en les manœuvrant dans des positions intenables. Puis il revient vers la Grèce. La grande confrontation a lieu à Pharsale, en Thessalie, le Niftion des Augustes, du roi avant Jésus-Christ. Pompée a plus de soldats que César, 40 000 contre 22 000 pour l'essentiel, bien que les chiffres exacts restent débattus.
Mais il est contraint à la bataille, alors qu'il aurait préféré continuer sa stratégie d'usure, poussé par ses alliés sénateurs impatients qui déjà se disputaient les honneurs qu'ils allaient distribuer après la victoire. César, lui, a construit sa ligne de combat avec une attention particulière à un détail tactique. Il a placé 6 cohortes en réserve sur son flanc droit, spécifiquement pour contrer la cavalerie pompéienne qui était censée déborder et envelopper ses légions. La bataille se déroule exactement comme César l'a prévu. La cavalerie de Pompée charge, repousse dans un premier temps les cavaliers de César, mais se retrouve face à ces 6 cohortes en réserve qui s'avancent non pas en lançant leurs javelots comme des projectiles, mais en les utilisant comme des lances, visant les visages des cavaliers. Ce moment, ces soldats qui improvisent une nouvelle façon d'utiliser leur arme traditionnelle selon les instructions de César, changent le cours de la bataille. La cavalerie pompéienne s'effondre. César lance sa réserve. L'armée de Pompée se disloque. C'est la fin. Pompée, voyant la défaite, quitte le champ de bataille à cheval, sort de son camp et s'enfuit vers la mer. Il s'embarque pour l'Égypte, cherchant un refuge auprès du jeune roi Ptolémée de Cyrtine, dont la famille avait toujours entretenu des liens avec Rome. C'est une erreur tragique. Les conseillers du roi, craignant d'avoir à choisir entre 2 Romains puissants, décident qu'il est plus sûr d'éliminer le perdant et d'offrir sa tête au gagnant. Pompée, l'homme qui avait vaincu des rois et réorganisé l'Orient, est assassiné sur une barque à quelques mètres du rivage égyptien, poignardé dans le dos par un ancien soldat qu'il reconnaissait de ses campagnes. Quand César arrive en Égypte quelques jours plus tard et qu'on lui apporte la tête de son ennemi, il détourne les yeux et pleure. Ou du moins, c'est ce que raconte la tradition. Ces larmes, vraies ou performées, sont elles-mêmes révélatrices. César n'était pas en guerre contre Pompée en tant que personne. Pompée était son beau-père, son ancien allié, quelqu'un avec qui il avait partagé les sommets du pouvoir romain. Sa mort n'était pas une victoire, c'était une catastrophe politique. Il venait de perdre la possibilité de faire une réconciliation magnifique, un geste de clémence qui aurait couronné sa politique de générosité. Mais l'Égypte va lui offrir une compensation que nul ne pouvait anticiper. Car en Égypte règne une reine, ou plutôt une reine en exil, évincée par son frère et co-souverain Ptolémée the XIII et ses conseillers. Cette reine s'appelle Cléopâtre, elle a 21 ans. Elle est brillante, polyglotte, elle parle 9 langues selon les sources, étant la première souveraine de sa dynastie à parler l'égyptien, politiquement habile et absolument déterminée à reconquérir son trône. Et elle a compris, avec une perspicacité remarquable, que l'homme qui peut lui rendre son trône est précisément cet homme en toge rouge qui vient d'arriver dans le port d'Alexandrie. La façon dont Cléopâtre rencontre César est entrée dans la légende. Ne pouvant entrer dans le palais royal contrôlé par ses ennemis, elle se fait transporter dans un tapis, ou selon une autre version dans un sac à linge, et se retrouve ainsi déposée aux pieds de César. L'image est peut-être trop parfaite pour être entièrement vraie, mais elle dit quelque chose d'essentiel sur le caractère de Cléopâtre. Elle était quelqu'un qui savait comment frapper les imaginations, comment créer des effets de théâtre, comment transformer une nécessité politique en geste mémorable. César, qui aimait le culot, qui avait toujours eu un goût prononcé pour les femmes intelligentes et indépendantes, fut immédiatement séduit. Non seulement physiquement, bien que les sources antiques insistent sur son charme et sa voix envoûtante plutôt que sur une beauté conventionnelle, mais aussi intellectuellement. Leur alliance fut à la fois politique et personnelle. César se retrouva entraîné dans la guerre civile dynastique égyptienne, combattant aux côtés de Cléopâtre contre Ptolémée de XIII et ses armées. Il y eut des moments difficiles. Le fameux incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, dont César est en partie responsable par accident, pendant qu'il faisait brûler des navires dans le port, est une tragédie culturelle dont on discute encore les proportions exactes. Mais César finit par triompher, Ptolémée périt noyé dans le Nil, et Cléopâtre fut rétablie sur son trône. Elle était enceinte de l'enfant de César, qui allait naître en juin 47 et reçut le nom de Ptolémée César, mais que les Alexandrins appelaient Césarion, le petit César. César ne resta pas longtemps en Égypte. Quelques mois de navigation remontant le Nil, une idylle dans un monde de sable et d'or et de dieux à tête d'animal, et puis le devoir l'appelait. Il y avait encore des guerres à mener. Pharnace, fils du grand Mithridate, s'était révolté dans le pont et avait infligé une sévère défaite à un lieutenant de César. César marcha contre lui et le vainquit à Zéla en une bataille si rapide et si décisive qu'il en résuma le déroulement en une phrase devenue peut-être la plus célèbre de toute la littérature latine. Veni, vidi, vici. Je suis venu,
j'ai vu, j'ai vaincu. 3 mots. La brièveté elle-même comme démonstration de pouvoir. Il y avait encore l'Afrique, où les partisans de Pompée et les légions de Caton avaient reconstitué leurs forces. César les écrasa à Thapsus en 46 avant Jésus-Christ. Caton, l'incorruptible, l'homme qui avait combattu César toute sa carrière au nom des principes républicains, se tua plutôt que de se laisser gracier, parce qu'il refusait que César eût l'occasion de lui montrer de la clémence. C'était un dernier geste de défi, et César, paraît-il, en fut affecté. Caton, je t'envie ta mort, aurait-il dit. Tu m'as enlevé la gloire de te sauver la vie. Et puis l'Espagne encore, en 45 avant Jésus-Christ, pour la bataille de Munda contre les fils de Pompée. Une bataille si difficile que César confessa que c'était la première fois qu'il avait combattu non pour la victoire, mais pour sa vie. Mais il gagna cette bataille aussi, comme il avait gagné toutes les autres. Après Munda, Jules César est l'homme le plus puissant du monde. Il est le maître incontesté de Rome, de l'Italie, de la Gaule, de l'Espagne, de l'Afrique du Nord, de l'Orient. Il n'a plus d'ennemis militaires sérieux. Et maintenant se pose la question fondamentale. Qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir? Et c'est là que nous entrons dans la partie peut-être la plus complexe et la plus fascinante de sa vie. Revenu à Rome en triomphateur, César entre dans une phase de son existence qui révèle une dimension de sa personnalité que ses campagnes militaires avaient en partie masquée. Il est un réformateur. Il est un homme qui pense, qui imagine, qui projette. Et ce qu'il voit quand il regarde Rome et son empire, c'est un système profondément dysfonctionnel. Une république dont les institutions ont été conçues pour gouverner une cité-État, mais qui craque sous le poids d'un empire mondial. Et il a des idées précises sur la façon de le corriger. Sa dictature, car c'est le titre qu'il a assumé, d'abord pour des périodes limitées, puis en 44 avant Jésus-Christ comme dictator perpetuo, dictateur à vie, est d'une nature différente de celle de Sylla, qui reste dans les mémoires comme un régime de terreur. César gouverne avec une énergie et une intelligence qui font une différence réelle dans la vie des Romains ordinaires. Le calendrier, d'abord. En 46 avant Jésus-Christ, il réforme radicalement le calendrier romain, qui s'était décalé de plusieurs mois par rapport aux saisons à force d'intercalations mal gérées. Il institue le calendrier julien, 365 jours, avec une année bissextile tous les 4 ans, qui resta en usage dans tout l'Occident jusqu'en 1582 et qui reste la base du calendrier grégorien que nous utilisons encore aujourd'hui. Ce seul fait, que son calendrier soit encore le nôtre 2000 ans plus tard, dit quelque chose sur la qualité de son travail de réformateur. Il réforme aussi les institutions locales dans les provinces. Il accorde la citoyenneté romaine à des communautés entières, en Gaule cisalpine notamment, élargissant considérablement la base du corps civique romain et anticipant une évolution qui allait trouver sa conclusion logique 2 siècles plus tard, sous l'édit de Caracalla. Il réduit le nombre des Romains bénéficiant des distributions gratuites de grains, une mesure économiquement raisonnable, mais politiquement délicate. Il crée de nouvelles colonies de vétérans en Afrique et en Gaule. Il lance de grands travaux, un nouveau forum, un temple de Vénus Génitrix, sa divine ancêtre, des projets d'assèchement du lac Fucin et des marais pontins, des plans pour percer un canal travers l'isthme de Corinthe. Sa vision de l'Empire est globale, ambitieuse, transformatrice. Il songe même à une grande campagne militaire contre les Parthes, pour venger Crassus, pour ajouter l'Orient à ses conquêtes, pour être vraiment le maître du monde connu. Les préparatifs sont en cours, des légions sont rassemblées. On dit qu'il a 70 légions aux 4 coins de l'Empire, sous ses ordres directs ou indirects. La campagne doit commencer en mars 44. César a 55 ans. Son appétit pour la gloire n'a pas diminué. Mais pendant ce temps, à Rome, quelque chose se prépare. Quelque chose de terrible. Il faut comprendre la situation psychologique des sénateurs romains de l'aristocratie pour comprendre ce qui va se passer. Ces hommes, Brutus, Cassius, Casca et des dizaines d'autres, sont des Romains de la vieille école, imprégnés dès l'enfance des mythes fondateurs de la République. Ils ont appris à vénérer Lucius Junius Brutus, le premier consul, l'homme qui avait chassé Tarquin le Superbe et fondé la République. Ils ont appris que la liberté romaine, la libertas, était la valeur suprême, et que quiconque aspirait à la royauté ou à la tyrannie devait être abattu, par quelque moyen que ce soit, même si c'était leur ami, même si c'était leur patron, même si c'était l'homme qui leur avait pardonné leur opposition et les avait comblés de charges et d'honneurs.
Marcus Junius Brutus est le fils biologique, ou du moins affectif, de César. Certaines sources antiques suggèrent même qu'il était son fils naturel, César ayant eu une longue liaison avec sa mère Servilia. César l'aimait. Il l'avait gracié après Pharsalais, alors que Brutus avait combattu du côté de Pompée. Il lui avait donné le gouvernement de la Macédoine. Il l'avait nominé pour une préture. Il pensait à lui pour le consulat. Et Brutus, lui, aimait César, personnellement. Mais Brutus était aussi quelqu'un pour qui les principes philosophiques, il était stoïcien, l'emportaient sur les affections personnelles. Et la question qui le torturait, c'était celle-ci. César était-il un tyran? Et si oui, la tradition républicaine n'imposait-elle pas d'agir? Caius Cassius Longinus, le beau-frère de Brutus, était un homme très différent, moins philosophique, plus personnellement biteur contre César, un militaire redoutable qui avait survécu à la catastrophe de Car et qui n'avait jamais bien accepté de vivre sous ce qu'il considérait comme le joug de César. C'est lui qui convainc Brutus que l'action est nécessaire, qui recrute les conjurés, une 60aine en tout, un nombre remarquablement élevé pour un complot qui visait à rester secret. César savait qu'il y avait des complots. Ses amis l'avertissaient. Sa femme Calpurnie avait fait des rêves affreux. Des augures lui avaient dit de se méfier des ides de Mars. Un professeur de philosophie grecque, Artémidore de Cnide, lui tendit dans la rue un rouleau contenant les noms des conjurés, que César, absorbé par d'autres lectures et entouré d'une foule de solliciteurs, n'eut jamais le temps d'ouvrir. Et puis il y avait la question de la garde du corps. César avait renvoyé sa garde personnelle espagnole. Il refusait d'utiliser des licteurs armés. Quand ses amis lui suggéraient de prendre des précautions, il répondait, et cette réponse est peut-être la clé de tout, qu'il préférait mourir une fois que de vivre dans la peur constante. Il y avait dans cette attitude quelque chose qui ressemblait à de la fatigue autant qu'à du courage. Un homme qui a tout conquis, qui a atteint des sommets qu'aucun humain avant lui n'avait atteints, et qui regarde devant lui un avenir incertain, des ennemis invisibles, une république qui ne peut plus fonctionner comme avant, mais ne sait pas encore ce qu'elle va devenir. Peut-être que César, dans ses moments les plus sombres, voyait l'issue venir. Peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas choisir entre la tyrannie et l'impuissance. Et peut-être que mourir en dictateur, au faîte de sa gloire, était, à ses yeux, préférable à toutes les alternatives. Pour comprendre pleinement ce qui se passa ce Phimène Mars, il faut revivre les semaines qui précédèrent. Rome était une ville en état de tension électrique depuis des mois. Les rumeurs circulaient, les regards se faisaient lourds dans les antichambres du Sénat, les soupers privés se peuplaient de murmures. Tout le monde savait qu'il se passait quelque chose. Ou du moins, tout le monde pressentait. Et César lui-même, avec cette intelligence qu'il avait si souvent démontrée pour lire les atmosphères politiques, percevait cette tension. Il aurait dû partir plus tôt pour la campagne parthique. Il aurait dû s'entourer de gardes, reprendre une protection que ses amis lui avaient toujours conseillée. Mais quelque chose le retenait, une forme d'orgueil peut-être, le refus de se laisser gouverner par la peur, ou peut-être quelque chose de plus profond et de moins rationnel. La conscience que cet endroit, cette ville, ce peuple, cette histoire étaient les siens, qui ne pouvaient pas les fuir même quand ils se retournaient contre lui. Le 15th of March 44 before Jesus Christ, les Ides de Mars, une date qui allait devenir l'une des plus lourdes de sens de toute l'histoire humaine. César se lève ce matin-là avec une certaine lassitude. Il avait été malade les jours précédents. Certains historiens modernes spéculent sur une possible épilepsie qui expliquerait certains épisodes décrits dans les sources antiques, notamment une crise qui semblait l'avoir saisi pendant la campagne hispanique. Il avait pensé ne pas aller au Sénat ce jour-là. Mais Decimus Brutus, l'un des conjurés, l'un de ses plus proches compagnons depuis les campagnes gauloises, un homme en qui il avait toute confiance, vint le persuader de venir. Le Sénat attendait pour lui voter des honneurs supplémentaires avant son départ pour la campagne parthique. Il serait impoli de ne pas se montrer. César s'habille. Il ne prend pas d'armes. Il ne prend pas de garde. Il monte dans sa litière. On lui tend ce rouleau, le rouleau d'Artémidore, qui contient les noms des conjurés. Il ne l'ouvre pas. La séance se tient dans le théâtre de Pompée. Le Sénat, proprement dit, était en cours de reconstruction. L'ironie de l'endroit n'a pas échappé aux historiens. César mourra sous un portique portant le nom de son grand rival défunt. Il s'assoit sur sa chaise curule, le siège d'ivoire réservé aux magistrats supérieurs. Les sénateurs l'entourent.
Les conjurés sont mêlés aux autres, certains le visage livide, les mains cachées sous leur toge. Tullius Cimber s'approche le premier avec une pétition, une demande de rappel de son frère exilé. César refuse, courtoisement mais fermement. Cimber s'accroche à sa toge. C'est le signal. Les autres surgissent. Le premier coup de poignard vient de Casca, derrière lui, dans le cou. César saisit le bras du poignard, demande « Misérable, qu'est-ce que tu fais ?» Puis d'autres poignards. Il se défend un moment avec son stylet, puis il voit Marcus Junius Brutus s'avancer avec son poignard. Brutus, son protégé, son quasi-fils. La phrase que Shakespeare lui prête, « Es-tu brute ?» n'est probablement pas ce qu'il dit réellement. Suétone rapporte qu'il dit peut-être quelque chose en grec, peut-être rien du tout. Plutarque dit qu'il s'enveloppa dans sa toge et s'affaissa, cherchant à mourir avec dignité. Il reçut 23 coups de poignard. Les médecins qui examinèrent le corps après trouvèrent qu'une seule blessure était mortelle. Les autres conjurés, dans leur hâte et leur nervosité, s'étaient poignardés entre eux par accident. Julius César mourait à 55 ans, au pied de la statue de Pompée. Il mourut comme il avait vécu, au centre de toutes les attentions, dans un endroit public, entouré de ses pairs et de ses ennemis mêlés, dans un acte de violence dont le sens ne serait jamais entièrement résolu. Les conjurés, dans leur certitude d'avoir accompli un acte héroïque, crièrent « Libertas » dans les rues de Rome. Mais la liberté qu'ils pensaient rétablir ne vint jamais, car ils avaient tué l'homme, mais pas la force qui l'animait. Ils avaient supprimé César, mais pas le césarisme. La réaction populaire fut immédiate et violente. Les Romains qui aimaient César, qui avaient bénéficié de sa largesse, qui s'identifiaient à lui comme à l'un des leurs, furent horrifiés. Les funérailles de César, avec ce geste extraordinaire de Marc-Antoine, lisant publiquement le testament, qui léguait des sommes d'argent à chaque citoyen romain et ouvrait ses jardins en public, déclenchèrent une émeute. La foule brûla le forum pour faire un bûcher funèbre digne de lui. Les conjurés durent fuir Rome. Brutus et Cassius partirent pour l'Orient. Et dans le testament de César, quelle ironie finale, l'héritier désigné n'était pas Cléopâtre, ni leur fils Césarion, mais un jeune homme de 18 ans, le petit-neveu de César, son petit-fils adoptif, Gaius Octavius, que le monde allait bientôt connaître sous le nom d'Octavien, puis d'Auguste. C'est lui qui hériterait de l'œuvre de César, qui vengerait sa mort, qui achèverait la transformation de la République en empire. Et il le ferait en apprenant de toutes les erreurs de son père adoptif, en ne brûlant jamais ses adversaires de front, en ne les poussant jamais à l'acculement, en enveloppant son pouvoir absolu dans les formes respectables de la tradition républicaine. César avait tout compris sauf cela, qu'il ne suffisait pas d'avoir raison. Il fallait aussi savoir mentir avec suffisamment de conviction pour que ceux qui tiennent à leurs illusions puissent continuer à dormir. 2000 ans se sont écoulés depuis la mort de Jules César. 2000 ans de guerre, d'empire, de révolution, de découvertes scientifiques, de transformations culturelles que César lui-même n'aurait pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Et pourtant, son nom est toujours là, partout, dans nos calendriers, dans nos langues, dans nos systèmes politiques, dans notre façon de penser le pouvoir, la guerre, la gloire et le destin des individus extraordinaires. Commençons par ce qui est le plus concret, les mots. Le mot César est devenu dans l'histoire un titre plus qu'un nom propre. En latin, il désignait l'héritier désigné de l'Empire. Les empereurs romains le portèrent comme titre de dignité suprême. De là, il passa en grec comme Kaisar, puis en allemand comme Kaiser, le titre des empereurs du Saint-Empire romain germanique, et plus tard des empereurs allemands, jusqu'en 1918. En russe, il devint tsar, titre des souverains de Russie de la fin du 15th century to 1917. Dans d'autres langues encore, des traces similaires. Un homme dont le nom de famille est devenu le mot pour souverain absolu dans des douzaines de civilisations qui n'avaient aucun lien direct avec lui, c'est une forme d'immortalité que peu d'êtres humains ont jamais approchée. Mais l'héritage de César va bien au-delà de la sémantique. Il est dans la géographie même de l'Europe occidentale. La Gaule que César a conquise est devenue la base de ce qui allait être la France médiévale et moderne. La latinisation de la Gaule. Ce processus par lequel les peuples celtes des Gaules adoptèrent progressivement la langue, le droit, les institutions et la culture de Rome est directement lié à la conquête de César. Sans Jules César, il n'y aurait pas de langue française, pas d'espagnol, pas d'italien, pas de portugais, pas de roumain.
Ces langues romanes, parlées aujourd'hui par plus d'1 milliard de personnes sur la planète, descendent toutes du latin que les légions de César portèrent avec elles à travers l'Europe. Il y a aussi l'héritage militaire. La façon dont César menait la guerre, la rapidité de mouvement, la capacité à combiner les différentes armes, infanterie, cavalerie, artillerie de siège, génie, l'attention portée à la logistique et au moral des troupes, l'utilisation de la propagande et de la communication comme outil militaire, influença profondément la pensée militaire européenne pour des siècles. Napoléon Bonaparte, qui est peut-être le général le plus cité comme héritier de César dans la modernité, avait lu et relu les commentaires sur la guerre des Gaules et les considérait comme l'un des ouvrages militaires les plus précieux jamais écrits. On raconte qu'il les avait dans sa bibliothèque de campagne. Frédéric le Grand de Prusse également. Et des générations d'officiers dans les académies militaires de toute l'Europe ont étudié les campagnes de César comme modèle de stratégie et de tactique. Sur le plan politique, l'héritage de César est plus ambigu, et c'est précisément cette ambiguïté qui le rend si fascinant et si universellement pertinent. César représente à la fois l'archétype du leader charismatique qui transcende des institutions pour accomplir ce que les institutions sont incapables de faire, et le tyran qui détruit les guardrails de la démocratie au nom de l'intérêt général. Ces deux lectures coexistent dans sa figure depuis l'Antiquité, et elles continuent de coexister. Chaque époque, chaque société, chaque mouvement politique a trouvé dans César le miroir de ses propres angoisses et aspirations. La Renaissance italienne a célébré en lui l'homme de génie universel. La Révolution française a alterné entre sa glorification comme héros populaire et sa condamnation comme prototype du tyran. Napoléon, qui était lui-même une sorte de César moderne, le vénérait tout en cherchant à le dépasser. Shakespeare en a fait le sujet d'un drame philosophique sur la nature du pouvoir, de la loyauté et de la trahison, qui reste l'une des œuvres les plus jouées de son répertoire. Au 20th Century, des dictateurs de toutes les nuances idéologiques ont revendiqué son héritage, et ses adversaires libéraux ont revendiqué l'héritage de Brutus et Cassius. Le débat n'est pas clos, il ne sera probablement jamais clos. Car Jules César pose une question que chaque génération doit se reposer. Qu'est-ce qui est préférable? Un système imparfait mais fondé sur des principes, ou un homme exceptionnel qui peut accomplir ce que le système ne peut pas? La liberté collective garantie par des institutions contre l'efficacité d'une volonté individuelle d'exception? La République, avec toutes ses lenteurs et ses compromis et ses blocages, contre l'Empire, avec toute son efficacité et sa violence et son arbitraire? Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a que la tension permanente entre ces deux idéaux, tension que César a incarnée avec une intensité que peu d'hommes, avant ou après lui, ont égalée. Il faut aussi parler de l'héritage juridique de César, souvent négligé au profit de ses exploits militaires. La tradition romaine lui attribue des projets de codification du droit civil qui, s'ils avaient été menés à terme, auraient peut-être anticipé de plusieurs siècles les grands codes juridiques de l'Antiquité tardive. Le droit romain, dans sa complexité et son raffinement, était déjà à l'époque de César une accumulation de couches successives, des 12 Tables aux lois populaires, des édits prétoriens au Senatus Consulte, qui formaient un ensemble à la fois riche et difficile à maîtriser. César avait la vision d'un droit codifié, organisé, accessible. Ce projet mourut avec lui. Mais la tradition juridique romaine qui se poursuivit après lui, et qui atteignit son apogée sous Justinien, au 6th century, à Corpus Juris Civilis, a formé the base of almost all the legal systems of Western Europe and of its heirs around the world. Aujourd'hui encore, les juristes français, italiens, espagnols, allemands, brésiliens, argentins travaillent dans le cadre de systèmes juridiques qui descendent en droite ligne du droit romain. Et dans cet héritage juridique, même indirect, l'ombre de César est présente. Il faut aussi parler de César l'écrivain, car c'est là un aspect de sa personnalité que la légende militaire tente à éclipser, mais qui mérite une attention particulière. Les Commentarii de Bello Gallico, les 7 livres de commentaires sur la guerre des Gaules, sont non seulement un document historique de première importance, mais une œuvre littéraire d'une qualité remarquable. Écrit dans une prose latine d'une clarté et d'une élégance qui ont fait l'admiration des générations successives, Cicéron lui-même, pourtant peu tendre sur ses arts politiques, reconnaissait la beauté de son style. Ces textes sont d'abord et avant tout une prouesse de communication politique. César y parle de lui à la 3e personne, César ceci, César cela,
créant ainsi une distance narrative qui donne à ses actions un air d'objectivité scientifique tout en les amplifiant. C'est de la propagande, certes, mais c'est de la propagande de génie. Il a aussi écrit des commentaries sur la guerre civile, plus sombres et plus tendus. Et il a écrit, selon Cicéron, des poèmes, des discours, un traité de grammaire latine et une œuvre en 2 volumes intitulée Anti-Caton, en réponse aux éloges funèbres que Cicéron avait composés pour Caton. Ces œuvres sont perdues. Seuls les commentaires nous sont parvenus. Mais leur existence témoigne d'un homme dont l'intelligence s'exerçait dans des domaines bien plus larges que la simple stratégie militaire. Nous avons suivi Jules César à travers les batailles, les forums, les conseils de guerre et les crises politiques. Mais il y a un aspect de sa personnalité que les récits épiques ont tendance à éclipser, et qui pourtant est essentiel pour comprendre l'homme dans sa totalité. Sa vie privée, ses amours, ses amitiés, ses habitudes quotidiennes, ses plaisirs et ses petites faiblesses. Car derrière le conquérant en armure et l'orateur au forum, il y avait un homme qui dormait dans une tente ou dans des palais, qui mangeait et buvait, qui lisait et écrivait, qui aimait et qui souffrait, comme n'importe quel mortel. César était célèbre pour ses liaisons amoureuses. Dans une société romaine qui n'était pas particulièrement pudibonde pour ce qui concernait les hommes de pouvoir, sa réputation était néanmoins remarquable. Ses soldats, dans leurs chants de triomphe, ces chansons paillardes et irrévérencieuses que les légions chantaient lors des défilés triomphaux, le taquinaient sur ses aventures avec les femmes des puissants, et aussi avec des rois orientaux. Ces chansons étaient une tradition, un rituel d'humilité imposé au triomphateur pour lui rappeler qu'il restait humain. Mais elles témoignent aussi d'une réputation bien établie. Parmi ses liaisons les plus durables et les plus politiquement importantes, il y a Servilia, la mère de Brutus. Cette femme intelligente et forte était sans doute l'amour le plus profond de la vie adulte de César. Une relation qui dura des années, qui traversa les vicissitudes de la politique romaine et qui avait une dimension d'estime mutuelle et de complicité intellectuelle qui allait bien au-delà de la simple attraction physique. On dit que César lui offrit un jour une perle d'une valeur exorbitante et que Crassus, irrité par ce geste de générosité imprudent, fit remarquer que cette perle avait coûté plus cher que toute la province qu'il avait achetée à une enchère récente. La relation entre César et Servilia explique en partie la complexité de ses sentiments envers Brutus, et peut-être la douleur particulière que lui infligea la présence de Brutus parmi ses assassins. Ces 3 mariages officiels racontent aussi quelque chose de son caractère. Cornélie, la première femme qu'il refusa de répudier sur ordre de Sylla et qui mourut jeune en laissant une fille, Julia, que César aimait profondément. Pompeia, la deuxième, une petite fille de Sylla, dont il divorça après l'affaire du scandale des Bonadea, cette cérémonie religieuse réservée aux femmes qui avait été profanée par l'intrusion d'un homme déguisé en femme, Publius Claudius Pulcher, qui cherchait à rejoindre Pompeia. César avait déclaré lors du procès qui s'ensuivit qu'il n'avait aucune raison de croire sa femme coupable, mais qu'il avait divorcé d'elle parce que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Cette phrase, entrée dans la postérité comme modèle d'exigence morale, était en réalité un geste politique calculé et une façon de se débarrasser d'une femme encombrant sans l'accuser directement. Calpurnie, la troisième, était une jeune femme de bonne famille qui vécut dans l'ombre de ce mari extraordinaire et qui eut à ses funérailles ce geste remarquable de révéler les vêtements souillés de sang que César portait le jour de sa mort. Geste dramatique qui contribua à déclencher l'émeute populaire. Dans ses habitudes quotidiennes, César était remarquablement discipliné pour un homme dont la vie ressemblait à une série de crises permanentes. Il dormait peu, 4 ou 5 heures par nuit semble lui avoir suffi, ce qui explique peut-être cette capacité à traiter une quantité extraordinaire d'affaires simultanément. Il était connu pour dicter plusieurs lettres à la fois à des secrétaires différents, tout en marchant ou en chevauchant. Il lisait et écrivait en permanence. Dans ses campagnes, il composait ses commentaires tout en dirigeant les opérations militaires, une prouesse intellectuelle qui continue d'étonner les historiens. Il mangeait simplement, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir d'un homme de son pouvoir. Les banquets romains de l'aristocratie étaient souvent de véritables orgies de consommation et de démonstration de richesse, avec des plats exotiques et des vins rares. César participait aux banquets par nécessité politique. C'est autour des tables qu'une grande partie du travail politique se faisait, mais personnellement, il avait des goûts modestes. Il était connu pour boire peu de vin, un trait distinctif dans une société où l'excès de boisson était souvent le signe d'une virilité affirmée, et pour se contenter de nourriture ordinaire.
Cette tempérance n'était pas de l'ascétisme philosophique, mais plutôt une forme de maîtrise de soi, qui faisait partie de son image de lui-même. Il aimait les arts. La littérature, nous l'avons vu, était pour lui une passion authentique et un outil. Mais il aimait aussi les spectacles. Les jeux qu'il organisait comme édile, puis comme dictateur, étaient des événements de masse qui mêlaient calculs politiques et goût réel pour le spectaculaire. Il aimait l'architecture. Ses projets de construction à Rome témoignent d'une vision esthétique ambitieuse et d'un goût pour la grandeur qui allait au-delà de la simple propagande. Son forum, le Forum Julium, dont les vestiges subsistent encore à Rome aujourd'hui, était conçu comme un espace de beauté autant que de prestige. Ce qui transparaît de toutes ces bribes d'informations sur sa vie privée, c'est le portrait d'un homme doté d'une énergie fondamentalement joyeuse. Quelqu'un qui prenait plaisir à tout ce qu'il faisait, qui trouvait dans chaque défi une source de stimulation plutôt que de découragement, qui voyait dans la variété de ses activités non pas une dispersion, mais une richesse. Et peut-être que c'est cela, en fin de compte, le secret le plus profond de Jules César. Non pas une ambition froide et calculatrice, mais une joie de vivre extraordinairement intense, un appétit pour l'existence dans toutes ses dimensions qui faisait que même les défaites et les souffrances devenaient des expériences à intégrer et à dépasser, jamais des raisons de s'arrêter. L'histoire de Jules César est pleine de questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre avec certitude, et c'est peut-être ce qui continue de la rendre si vivante. Quelques-unes de ces questions méritent qu'on s'y arrête, parce qu'elles nous disent quelque chose d'essentiel sur les limites de notre connaissance du passé et sur la façon dont les grands hommes deviennent des mythes. La première question est celle de ses véritables motivations. Qu'est-ce que César voulait vraiment? Voulait-il la royauté? Les sources sont contradictoires. Marc-Antoine lui offrit publiquement un diadème lors des Lupercales, en février fortifoi avant Jésus-Christ, quelques semaines avant sa mort, et César le refusa, mais certains témoins affirment qu'il hésita. Il avait accepté le titre de dictator perpetuo, dictateur à vie. Il se faisait appeler pater patriae, père de la patrie. Il avait son propre prêtre, sa propre statue dans les temples. Il siégeait dans une chaise d'or au Sénat. Était-ce la royauté sous un autre nom? Ou était-ce simplement la réalité du pouvoir sans le nom qui l'aurait rendu intolérable aux Romains? Beaucoup d'historiens modernes pensent que César ne cherchait pas la royauté au sens traditionnel, un roi héréditaire dans la tradition hellénistique. Il cherchait quelque chose de plus romain, de plus original, une primauté personnelle permanente dans un État qui resterait formellement républicain. Une sorte de principat avant la lettre que son héritier Auguste allait précisément inventer et institutionnaliser. Si c'est le cas, les conjurés tuèrent César non pas pour prévenir la tyrannie, mais par incapacité à voir que ce qu'ils construisaient était quelque chose de nouveau, que les catégories politiques de leur temps ne permettaient pas de nommer correctement. La deuxième grande question est celle de l'épilepsie. Les sources antiques mentionnent plusieurs fois que César était sujet à des crises, des accès de faiblesse ou de vertige qui l'affectaient parfois lors de batailles ou de discours. Ces descriptions correspondent-elles à de l'épilepsie, à des migraines, à des vertiges dus à l'épuisement ou au stress? Les médecins et historiens modernes ont débattu cette question pendant des siècles, sans parvenir à un accord. Ce qui est certain, c'est que si César souffrait d'une condition neurologique chronique, il l'a remarquablement bien cachée ou surmontée, puisqu'elle n'a jamais semblé affecter de façon décisive ses capacités intellectuelles ou sa performance militaire. La troisième question touche à l'affaire Cléopâtre et à Césarion. César reconnut-il jamais officiellement Césarion comme son fils? Les sources romaines sont étonnamment vagues sur ce point. Cléopâtre et son fils vinrent à Rome en 46 avant Jésus-Christ et logèrent dans la villa de César, ce qui causa un scandale considérable. César fit ériger la statue de Cléopâtre dans le temple de Vénus Génitrix, sa divine ancêtre, acte remarquable qui associait la reine égyptienne à la déesse fondatrice de la famille julienne. Mais dans son testament, il ne mentionne pas Césarion. Pourquoi? Par calcul politique, la loi romaine ne permettait pas à un fils né hors mariage d'hériter, par incertitude sur la paternité, par une forme de prudence qu'on ne s'attendrait pas à trouver chez César, nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que Césarion survécut à la mort de son père, régna aux côtés de sa mère jusqu'à la mort de Cléopâtre en 50 avant Jésus-Christ, et fut alors tué sur ordre d'Auguste, qui n'avait aucun intérêt à laisser un fils de César en vie. Auguste, dit-on, justifiait cette décision par une citation du poète grec « Beaucoup de César, c'est néfaste ».
La destinée tragique de ce jeune homme, qui eut le tort de naître du plus puissant des hommes dans le monde le plus dangereux qui soit, est l'une des histoires les plus sombres de toute l'Antiquité. La quatrième question est peut-être la plus personnelle de toutes. Jules César était-il heureux? Derrière la statue de marbre du concurrent perpétuel, derrière le stratège infaillible et le politique de génie, y avait-il un être humain ordinaire qui aimait et souffrait et doutait comme tout le monde? Les sources suggèrent que oui, par fragments. Il aimait profondément sa fille Julia, sa mort en 54 avant Jésus-Christ l'affecta visiblement. Il avait des amitiés réelles, des loyautés personnelles, des affects. Sa liaison avec Servilia, la mère de Brutus, dura des années et semblait aller bien au-delà du simple calcul politique. Il pleura à la vue de la tête de Pompée, et certains récits suggèrent qu'il avait dans ses derniers mois une lassitude, une sorte de mélancolie du sommet, comme si parvenu au fait de tout ce qu'un homme peut accomplir, il ne savait plus très bien ce qu'il attendait au-delà. Il y a une phrase qu'on lui prête, dont l'authenticité est incertaine, mais dont la beauté fait qu'on a envie qu'elle soit vraie. On dit qu'un jour, voyant à Cadix une statue d'Alexandre le Grand, mort à 32 ans après avoir conquis la moitié du monde connu, César pleura. Ses amis lui demandèrent pourquoi. Il aurait répondu « N'ai-je pas toutes les raisons de pleurer ? À l'âge où Alexandre avait déjà conquis tant de royaumes, je n'ai encore rien accompli de mémorable. » Il avait alors environ 30 ans. Il lui restait encore 25 ans pour accomplir tout ce que nous avons raconté. Toute l'histoire a cherché à comparer Jules César à d'autres grandes figures, à mesurer sa grandeur à l'aune de celle des autres géants de l'histoire humaine. Ces comparaisons sont instructives, non pas tant pour déterminer qui était le plus grand, exercice aussi vain que de comparer la hauteur du Mont Blanc à celle de l'Himalaya, que pour illuminer par contraste ce qui était vraiment unique dans la personnalité de César. Alexandre le Grand est la comparaison la plus évidente et la plus ancienne. César lui-même l'invoquait, comme nous venons de le voir. Les deux hommes partageaient plusieurs traits, un début de carrière fulgurant, une capacité à susciter une loyauté fanatique chez leurs soldats, une ambition qui semblait ne connaître aucune limite géographique ou psychologique, et un don pour le geste spectaculaire qui frappait les imaginations. Mais les différences sont aussi profondes. Alexandre mourut à 32 ans, au sommet d'une conquête qui n'avait pas encore eu le temps de se solidifier en empire durable. César vécut jusqu'à 55 ans et consacra autant d'énergie à construire et réformer qu'à conquérir. Alexandre était un guerrier d'abord, un administrateur de circonstances. César était simultanément les deux, et en outre un politique, un orateur, un écrivain, un juriste. La largeur de ses talents n'a probablement pas d'équivalent dans l'histoire. Napoléon Bonaparte est une autre comparaison inévitable. Napoléon lui-même la cultivait, lisant César, citant César, se comparant à César dans ses mémoires dictées à Sainte-Hélène. Et les parallèles sont frappants. Tous deux ont émergé d'une période de chaos politique. Tous deux ont utilisé la gloire militaire pour imposer leur autorité intérieure. Tous deux ont réformé les institutions de leur pays avec une énergie réformatrice remarquable. Tous deux ont été assassinés politiquement. Napoléon par l'exil, César par les poignards. Et tous deux ont laissé des codes et des réformes qui ont survécu à leur chute. Mais Napoléon fut finalement vaincu, à Waterloo, dans la boue d'une plaine belge, alors que César ne connut jamais la défaite militaire. Et le destin de leur successeur fut différent. Napoléon laissa derrière lui un trône qui s'effondra immédiatement, tandis que César laissa derrière lui Auguste, qui construisit un empire qui dura 5 siècles. Julius César comparé à Abraham Lincoln peut sembler une comparaison incongrue, et pourtant, elle a été faite par des historiens sérieux. Les deux hommes étaient des autodidactes brillants dans un domaine, Lincoln en droit, César en rhétorique, qui leur donna des capacités de communication exceptionnelles. Les deux menèrent leur nation à travers des guerres civiles déchirantes. Les deux manifestèrent envers leurs ennemis une clémence qui était à la fois un trait de caractère et une stratégie politique. Et tous deux furent assassinés par des compatriotes qui pensaient sauver les institutions en les tuant. Lincoln est mort à Ford's Theatre, César dans le théâtre de Pompée. La tragédie se répète, à 2000 ans d'intervalle, avec une symétrie qui donne le vertige. César et Churchill? Là encore, ce qui frappe est le talent littéraire autant que politique. Churchill, comme César, était un homme de plume autant qu'un homme d'action. Son œuvre d'historien lui valut le prix Nobel de littérature, tout comme les commentaires de César ont été célébrés comme de la grande prose. Les deux hommes avaient une conscience aiguë de leur place dans l'histoire et écrivaient sur leurs propres actions avec un mélange de sincérité et d'autopromotion calculée.
Et les deux avaient cette capacité rare à tenir la position sous une pression qui aurait écrasé n'importe qui d'autre. Mais en dernière analyse, Jules César reste unique. Pas parce qu'il était supérieur à tous ces hommes dans tous les domaines, on peut argumenter que Napoléon était un meilleur chef d'armée de masse, qu'Alexandre était plus audacieux, que Cicéron était un meilleur orateur, qu'Auguste était un meilleur homme d'État à long terme. Ce qui rend César unique, c'est la combinaison. C'est la capacité à être simultanément excellent dans des domaines qui semblent a priori incompatibles. La guerre et l'écriture, la politique et la philosophie, la brutalité nécessaire et la clémence génératrice, l'ambition démesurée et le sens du concret, la vision à long terme et la tactique du moment. C'est cela qui continue de fasciner, 2000 ans après sa mort. C'est cela qui fait que son nom est toujours là, partout, dans nos calendriers et nos langues et nos institutions. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers la vie et le temps de Jules César. Et il est maintenant temps de poser la question qui donne à cette histoire toute sa profondeur, toute sa résonance avec nos propres vies, si différentes soient-elles de la sienne. Qu'est-ce que l'histoire de Jules César nous apprend sur nous-mêmes? Elle nous apprend d'abord quelque chose sur l'ambition. Jules César était l'homme le plus ambitieux de son époque, dans une époque saturée d'ambition. Et son ambition n'était pas simplement le désir brûlant d'avoir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de gloire. C'était quelque chose de plus complexe et de plus intéressant. C'était la conviction profonde, irrationnelle peut-être, mais indestructible, que lui personnellement, voyait ce que les autres ne voyaient pas, qu'il pouvait faire ce que les autres ne pouvaient pas faire, que le monde pouvait être mieux qu'il n'était, et que c'était sa mission de le transformer. Cette conviction n'est pas sans danger. Nous avons vu où elle peut mener, tant pour celui qui la porte que pour ceux qui l'entourent. Mais elle est aussi la source de tout ce qui est grand dans sa carrière. Sans cette conviction absolue, pas de Rubicon. Sans ce Rubicon, pas d'empire romain. Sans cet empire romain, pas de romanisation de l'Europe. Et sans cette romanisation, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui serait profondément différent. Elle nous apprend aussi quelque chose sur la résilience. La vie de César a connu des moments de danger, de défaite, de découragement, qui auraient brisé n'importe quel autre homme. Les dettes, la captivité chez les pirates, les menaces de Sylla, les défaites militaires comme Gergovie, les trahisons politiques, la mort de Julia, la dissolution de ses alliances. Et à chaque fois, César s'est relevé. Non pas avec l'arrogance de celui qui pense être invincible, il savait qu'il était mortel, et son attitude face aux avertissements de complot suggère même qu'il l'acceptait, mais avec la détermination tranquille de quelqu'un qui a compris que le seule réponse à un obstacle est de le contourner, le franchir ou le détruire, mais jamais de s'y arrêter. Elle nous apprend quelque chose sur la communication. César était un communicateur de génie, peut-être l'un des plus grands de l'histoire. Ses commentaires, ses discours, ses gestes politiques, sa façon de traiter ses soldats et ses ennemis, tout était communication, message, narration. Il comprenait que le pouvoir n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on fait croire qu'on fait. Il comprenait que les histoires qu'une société se raconte sur elle-même sont aussi importantes que les réalités concrètes qu'elle vit. Et il a travaillé avec une énergie remarquable à construire le récit de sa propre vie, pas simplement comme de la vanité, mais comme une nécessité politique. Dans un monde sans Internet, sans télévision, sans journaux, César avait compris que ses commentaires envoyés régulièrement à Rome, lus publiquement dans les forums, commentés dans les salons, constituaient le média le plus puissant à sa disposition. Elle nous apprend quelque chose sur les institutions. L'une des questions les plus profondes que pose l'histoire de César est celle-ci. Les institutions sont-elles plus importantes que les individus? La République romaine pensait que oui. Elle avait construit un système de séparation des pouvoirs, de limitation de mandats, de contre-pouvoir institutionnel, précisément pour empêcher qu'un individu, si doué soit-il, ne concentre trop de pouvoir entre ses mains. César a brisé ce système, et il a eu raison dans le sens où le système était effectivement dysfonctionnel et incapable de gouverner un empire mondial. Mais les conséquences à long terme de cette rupture furent ambiguës. L'Empire romain fut plus efficace à court et moyen terme, mais il porta en lui les germes de son propre déclin. La succession dynastique chaotique, la violence des guerres civiles impériales, la concentration du pouvoir dans des mains de moins en moins capables. Auguste avait essayé de corriger cela en reconstruisant des formes institutionnelles autour du pouvoir impérial. Mais la logique du césarisme, un homme, une volonté, une décision, finit toujours par triompher de l'institutionnel quand les institutions elles-mêmes sont défaillantes. Cette tension,
entre l'individu exceptionnel et l'institution imparfaite, est une tension permanente de la vie politique humaine. Nous la voyons à chaque génération, dans chaque pays, dans chaque organisation. Elle ne se résout pas, elle se gère. Et l'histoire de César nous montre à la fois le maximum de ce qu'un individu exceptionnel peut accomplir et le prix que la société paie pour ce niveau d'exceptionnel. Un prix qui peut être acceptable, et dans le cas de César, qui a façonné l'Europe pour 2000 ans, il est difficile de dire qu'il ne l'était pas, mais qui n'est jamais gratuit. Elle nous apprend enfin quelque chose de plus intime, de plus humain. Elle nous apprend que même l'homme le plus puissant du monde a ses limites. César, avec toute son intelligence, toute sa prévoyance, toute sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires, n'a pas vu venir les ides de Mars. Ou plutôt, il a vu les signes et les a ignorés. Peut-être par confiance excessive, peut-être par lassitude, peut-être par un calcul froid selon lequel la protection par la force était incompatible avec le type de régime qu'il voulait construire. Un régime de consentement, non de terreur. Il est mort parce qu'il avait fait le choix, conscient ou non, de rester vulnérable. Et dans cette vulnérabilité finale, il y a quelque chose de presque tragiquement humain qui contraste avec la statue de marbre qu'il est devenu dans nos mémoires. Jules César voulait gouverner le monde. Il y est presque parvenu. Il a été tué avant d'y parvenir entièrement. Et la question, aurait-il pu le faire? Qu'aurait été le monde si César avait vécu 20 ans de plus, avait vaincu les Parthes, avait consolidé un empire vraiment universel? Restera toujours sans réponse. C'est peut-être la plus grande des énigmes qu'il nous a laissées. Nous voilà au terme de ce voyage, au terme de cette vie extraordinaire, de cette ambition sans limite, de cette intelligence qui a reconfiguré le monde. Jules César est mort il y a plus de 2000 ans. Il est mort comme il avait vécu, au centre de tout, entouré de ceux qui l'aimaient et de ceux qui le haïssaient, dans un moment de violence que l'histoire ne lui aurait peut-être pas imposé s'il avait fait les choses différemment. Il est mort avant d'avoir achevé son œuvre, ce qui est peut-être la façon la plus césarienne de mourir, parce que César ne terminait jamais. Il y avait toujours une autre campagne, un autre projet, un autre horizon à franchir. Nous voilà au terme de ce voyage, au terme de cette vie extraordinaire, de cette ambition sans limite, de cette intelligence qui a reconfiguré le monde. Jules César est mort il y a plus de 2000 ans. Il est mort comme il avait vécu, au centre de tout, entouré de ceux qu'il aimait et de ceux qui le haïssaient, dans un moment de violence que l'histoire ne lui aurait peut-être pas imposé s'il avait fait les choses différemment. Il est mort avant d'avoir achevé son œuvre, ce qui est peut-être la façon la plus césarienne de mourir, parce que César ne terminait jamais. Il y avait toujours une autre campagne, un autre projet, un autre horizon à franchir. Il est mort avant de vaincre les Parthes, cette victoire qu'il rêvait d'ajouter à toutes les autres. Il est mort avant de lancer ce canal à travers l'isthme de Corinthe qu'il avait projeté. Il est mort avant d'achever la codification du droit romain qu'il avait entreprise. Il est mort avant de donner à Rome ce que lui seul, peut-être, avait la vision de lui donner. Un système de gouvernement qui aurait pu être à la fois efficace et durable, à la fois à la hauteur des défis d'un empire mondial et ancré dans les traditions d'une civilisation millénaire. Nous ne savons pas si ce système aurait fonctionné. Nous ne pouvons que constater que ce qu'il laissait en chantier, Auguste l'a complété, différemment, avec plus de prudence, moins de génie peut-être, mais plus de durabilité. L'empire qu'Auguste a fondé a duré 5 siècles en Occident et se prolonge encore aujourd'hui dans nos lois, nos langues, notre façon d'organiser l'espace public et la vie collective. Ce qui reste de lui, c'est immense. Et ce qui est le plus remarquable dans cet héritage, c'est qu'il appartient à tout le monde. César n'appartient pas seulement aux Italiens, ni aux descendants de l'Empire romain, ni même à l'Occident. Il appartient à l'humanité entière, parce que les questions qu'il incarne, sur le pouvoir, sur l'ambition, sur les institutions, sur la loyauté, sur le destin des individus exceptionnels dans les sociétés ordinaires, sont des questions universelles. Des questions que chaque culture, chaque génération, chaque être humain doté d'un désir de comprendre doit se poser. Nous avons parlé du stratège, du politique, du conquérant, du dictateur, du réformateur, de l'écrivain. Nous avons suivi cet homme de la Subure jusqu'aux rives du Rubicon, des forêts de la Gaule jusqu'au palais d'Alexandrie, des champs de bataille de Pharsale jusqu'aux marches du Sénat. Nous avons essayé de comprendre, non pas le marbre de la statue, mais la chair et le sang, et les pensées de l'homme réel, avec ses contradictions, ses failles, ses grandeurs et ses limites.
Et peut-être que la leçon la plus précieuse de toutes, celle que César nous laisse comme un cadeau étrange et précieux à travers les siècles, c'est celle-ci. Que la vie humaine, même la plus extraordinaire, même celle qui semble être écrite par les dieux eux-mêmes, reste fondamentalement une vie humaine. Pleine de risques et d'incertitudes, et de nuits sans sommeil, et de calculs qui parfois échouent, et d'amour perdu, et de vieux amis qui vous poignardent dans le dos. Et que c'est précisément dans cette humanité irréductible, dans cette vulnérabilité fondamentale que même César n'a pas pu entièrement surmonter, que réside paradoxalement la source de tout ce qui est grand en lui. Car la grandeur sans la fragilité n'est pas de la grandeur, c'est de la divinité. Et César, malgré sa prétendue ascendance vénusienne, était finalement, magnifiquement, terriblement humain. Et peut-être que la leçon la plus précieuse de toutes, celle que César nous laisse comme un cadeau étrange et précieux à travers les siècles, c'est celle-ci. Que la vie humaine, même la plus extraordinaire, même celle qui semble être écrite par les dieux eux-mêmes, reste fondamentalement une vie humaine. Pleine de risques et d'incertitudes, et de nuits sans sommeil, et de calculs qui parfois échouent, et d'amour perdu, et de vieux amis qui vous poignardent dans le dos. Et que c'est précisément dans cette humanité irréductible, dans cette vulnérabilité fondamentale que même César n'a pas pu entièrement surmonter, que réside paradoxalement la source de tout ce qui est grand en lui. Car la grandeur sans la fragilité n'est pas de la grandeur, c'est de la divinité. Et César, malgré sa prétendue ascendance vénusienne, était finalement, magnifiquement, terriblement humain. Pensez à ce moment sur les rives du Rubicon. Cet homme seul, ou presque seul, avec ses pensées et ses légions endormies, face à un fleuve modeste dans la nuit italienne. Il sait ce que franchir ce fleuve signifie. Il sait qu'il n'y a pas de retour. Il sait que la majorité des hommes qu'il connaît, de l'autre côté, le considèrent déjà comme un criminel potentiel. Il sait que l'histoire va le juger, car il a le sens de l'histoire comme peu d'hommes en ont eu. Et il franchit quand même. Non pas dans l'inconscience du cœur dur, mais dans la lucidité totale d'un homme qui a pesé toutes les conséquences et choisi quand même. C'est peut-être cela, le cœur secret de César. Non pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas laisser la peur gouverner ses actes. La différence entre le courage et la témérité n'est pas dans l'absence de risques calculés, mais dans la profondeur de la conviction qui vous pousse à agir malgré lui. Et puis pensez à ces derniers jours. Cet homme qui avait vaincu des rois et des peuples, qui avait dicté des lettres à 4 secrétaires simultanément, qui avait chevauché à travers les forêts de Gaule dans des nuits de tempête, qui avait dormi dans la boue des campements militaires autant que dans les lits dorés des palais orientaux, cet homme se levant un matin de mars, avec la vague conscience que quelque chose ne va pas, tenant dans sa main un rouleau non ouvert qui contient peut-être les noms de ceux qui vont le tuer, et choisissant quand même d'aller au Sénat. Il y a dans ce geste une forme de grandeur qui dépasse même ses victoires militaires. C'est la grandeur de l'acceptation, non pas de la résignation passive, mais de cette attitude stoïcienne qui dit « Je suis ce que je suis, j'ai fait ce que j'ai fait, je vivrai ou je mourrai selon ce que je suis et ce que j'ai fait, et je ne me renierai pas pour prolonger ma vie de quelques jours ou de quelques mois. » Voilà l'histoire de Jules César, le stratège qui voulait gouverner le monde entier. Une histoire qui, 2000 ans après s'être terminée dans le sang sur le sol du théâtre de Pompée, continue de nous parler, de nous interroger, de nous fasciner. Parce que dans chaque être humain qui regarde l'horizon et se dit « je pourrais faire mieux », dans chaque homme ou femme qui ose traverser leur propre Rubicon, dans chaque âme qui refuse de se soumettre à l'ordre établi, quand cet ordre est manifestement injuste ou insuffisant, il y a quelque chose de César. Une petite flamme de cette ambition dévorante, de cette certitude irrationnelle que le monde peut être plus grand qu'il n'est. Et c'est peut-être pour cela qu'il ne mourra jamais vraiment. Si ce voyage à travers la vie de Jules César vous a touché, vous a fasciné, vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas encore, ou même si il a simplement réveillé en vous ce goût pour les grandes histoires humaines qui traversent les siècles, alors faites quelque chose de simple. Quelque chose qui ne prendra que 3 secondes de votre temps et qui fera une vraie différence pour nous. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Ce bouton, c'est votre Rubicon à vous. Votre petit acte de décision qui dit « Oui, je veux continuer à traverser les âges, à rencontrer les hommes et les femmes qui ont façonné le monde, à comprendre comment nous sommes arrivés là où nous sommes et où nous allons. » Parce que nous avons encore tant d'histoires à raconter ensemble. Des histoires d'empire et de chute, de conquête et de résistance, de génie et de folie,
de sainteté et de crime. Les histoires de l'humanité dans toute sa complexité magnifique et terrifiante. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez ce documentaire avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui aime l'histoire, ou quelqu'un à qui vous voulez révéler la passion de l'histoire. Laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la vie de César? Quelle est la décision de sa vie que vous admirez le plus? Quelle est celle que vous ne lui pardonnez pas? Le dialogue qui commence dans les commentaires est une continuation de ce voyage, et il est tout aussi précieux pour nous que pour vous. Jules César disait « Veni, vidi, vici ». Il est venu, il a vu, il a vaincu. Nous disons quelque chose de plus humble, mais tout aussi sincère. Nous sommes venus vous raconter une histoire, nous l'avons racontée de tout notre cœur, et nous espérons avoir, à notre toute petite façon, vaincu votre indifférence et conquis votre intérêt. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans les profondeurs fascinantes de l'histoire humaine. Le sort en les jeté.